Bienvenue tout le monde, bienvenue en salle, bienvenue à la maison. On amorce le podcast live devant public et devant public virtuel également. Fait qu'on va essayer de te tenir en compte que vous existez avec nous. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été ou on est capable de voir les questions, mais bref, on va voir la logistique puis poser vos questions puis on verra après. Je suis accompagné d'un super panel qu'on a fait l'année passée. Fait que je vais vous laisser vous présenter un à un, commençant de ce côté-ci. Michael Nadeau, je pense que je suis un habitué du podcast. Vous allez vous reconnaître assez vite. Et je vais faire la directive, puis c'est bon pour ça. Le micro-menton. Ouais. J'étais encore habitué à mon casque pour le micro-menton. Alexandre Fournier, pareil, je commence à être habitué dans la gestion de crise. Andréane Bergeron. Excuse-moi. Andréane Bergeron, je suis chercheur chez GoSecure. Puis ça fait quand même une couple de podcasts aussi que je fais avec Nicolas. Merci encore de l'invitation. Camille Fex-Leduc, deuxième podcast. Je suis dans les technologies opérationnelles à la cybersécurité industrielle. Dominique Derrier, moi j'ai réussi à hijacker cette présentation. Je suis très content et je pense que vous m'avez entendu parler d'amour avec Nicolas il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, oui. Puis justement, tu t'es glissé sur l'inattention de quelqu'un d'autre qui est dans la salle. De toute façon, va participer invariablement à ce genre de choses-là. Pour la participation de la salle, si vous voulez intervenir, levez la main, approchez-vous, on va passer un micro, vous pousser faire votre intervention. On a fait ça l'année dernière, ça avait été très intéressant parce qu'on avait des points de vue très intéressants à partager à travers. Mon sujet troll de cette année, c'est le Flipper Zero. Autant l'année passée, c'était ChatGPT qui avait été mal et été problématique. Cette année, ce qui occupe l'actualité présentement, c'est Flipper Zero. Moi, je trouve que c'est un faux drame. À bien des égards, puis je ne comprends pas pourquoi les gens en cyber, on s'excite à ce point-là sur cet élément-là. Fait que je vais vous laisser amorcer là-dessus parce que je sais qu'il y a des opinions fortes de chacun d'entre vous et de voir comment on va aller mener le débat avec ça, puis on va s'amuser. Donc, feu. Ah oui, payer 200$ pour un gadget de même, je trouve que c'est vraiment inadmissible, puis faut faire ça fait pas mal ça fait couler du sang, et puis on est capable de faire pas des affaires avec des cossins à moins $1 pour faire la même chose. Interdire ça, je pense que c'était peut-être un coup d'épée dans l'eau pour faire du bruit. Et voilà. Après, si jamais le gouvernement veut me payer pour donner une liste de noms de personnes qui en ont, je suis capable, je suis prêt, je suis game. Je suis pas mal game. OK, on a un problème de vol de voiture. Et là, c'est la solution qu'on a pitché de même dans l'eau, c'était de bannir les petits bidules Flipper Zero qu'en fait qu'on peut même pas voler une voiture avec ça. Effectivement, c'est juste je veux dire comme Nicolas, une tempête dans un verre d'eau. Ça n'avait juste même pas de lien avec le problème. Le problème, il se situe bien plus, puis là, c'est la criminologue qui sort. Le problème se situe bien plus au niveau de pourquoi est-ce que la police, alors qu'elle sait qu'il y a une voiture dans un conteneur qui s'apprête à se faire déporter, n'est pas capable d'intervenir puisque c'est les services frontaliers et qu'ils ne coopèrent pas. Pourquoi ça? On devrait regarder ça. Et aussi, pourquoi les manufacturiers évitent pas ce genre de situation-là avec des produits qui vont être plus sécuritaires finalement. Moi, je mettrais, en fait, s'il y a une loi à passer, ce serait pas à propos des bidules, ce serait de mettre les manufacturiers responsables de leurs produits. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Ouais, je pensais pas que c'était rendu aussi sérieux que ça, mais je comprends maintenant, je comprends l'ampleur des problèmes, mais effectivement, on essaye de trouver une solution à un problème qui est pas le bon, là. Ou en tout cas, on n'a pas bien énoncé le problème, mais on se lance dans une course, une chasse aux sorcières qui fait plus de mal, ou en tout cas qui fait plus de bruit qu'autre chose. Ben, je pense que ceux qui vendent des Flipper Zero à l'heure actuelle profitent d'une publicité gratuite. Je pense que le monde se sont garochés pour en acheter. Fait, je suis en train de me demander s'il n'y avait pas un complot en arrière de ça, de genre justement de faire augmenter la connaissance et ce genre de choses-là. Parce que mes parents me posent la question maintenant, savoir qu'est-ce qu'un Flipper Zero, qui avant, il n'y a pas si longtemps, n'aurait jamais même connu l'existence de l'objet et ne se serait même pas préoccupé de cet élément-là. Donc, Mais on a peut-être des gens qui en font de la sécurité physique, qui savent, qui ont plein de bons outils qui existaient avant. C'est le Flipper Zero, c'est pas grâce au Flipper Zero qu'on a découvert des problèmes de sécurité.
Puis l'autre chose, si je vous parle de statistiques aussi, là, le nombre de voitures volées qui va être en fait un événement, un relay attack ou on va pas mettre les replay attack là-dedans, mais mettons qu'on parle de relay attack, que vraiment, là, c'est voler le signal de la clé qui est à l'intérieur de votre maison pour faire partir la voiture. Là. C'est arrivé, on le sait que c'est possible, mais c'est comme une fraction des vols de voitures. C'est pas comme ça que les vols se font. Donc, ça n'a pas vraiment de lien. Puis là, c'est ça. Puis la deuxième raison pour laquelle c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est qu'en fait, ils ont pitché ça parce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'ils aient l'air de faire quelque chose. Mais la réalité, c'est que ça passera jamais comme projet de loi. Puis là, nous, on s'énerve. Là. On passe du temps à parler de ça alors que finalement, il se passera juste rien. Là, ça va mourir. Ben, notamment, justement, si ça va en projet de loi, on va le voir arriver longtemps d'avance. Fait que déjà là, quand le bruit médiatique va s'être éteint, c'est sûr qu'on verra plus ce genre de choses-là apparaître. Donc, moi, je ne vois pas d'inquiétude. Puis je pense que un de vous autres m'avait mentionné qu'il y a un paquet d'autres objets qui sont déjà bannis à l'heure actuelle et ça ne change pas tant de choses sur le vrai problème. Non, ils finissent quand même par les utiliser. Ils vont les commander quand même, puis ils vont les utiliser, puis ils vont faire des vols encore. C'est ça qui parlait. Fait que ça va juste être un autre sur la liste qu'on va finir par utiliser quand même. Fait que les gens qui l'utilisent de manière légale et éthique vont pas pouvoir l'utiliser, puis les bandits, ben, ils vont continuer à les commander, là, les bidules. Là, c'est pas... On fait partir, je sais pas c'est à qui je disais ça tantôt, mais on réussit à voler des voitures, les embarquer sur des paquebots puis les envoyer sur un autre continent, mais on pense qu'en interdisant un petit bidule gros de même, on va régler le problème. Je pense qu'on est capable de les faire rentrer sans problème. Là. Oui, c'est évident. C'est évident. Mais la question, c'est pourquoi se focaliser sur ce type d'appareil? Pourquoi, comment on en est arrivé à se dire c'est le Flipper 0 qui est apparu? C'est quoi le cheminement qui arrive à ça? Moi, j'ai du mal à l'imaginer, en fait. Ben, je ne sais pas plus ça arrive. Je vois les premières images photos qui étaient avec les reportages, c'était un ensemble de clés vierges. Fait que ça, effectivement, ça, c'est un problème réel, les clés vierges. Ça, je suis d'accord. Qu'on interdise les clés vierges, moi, j'ai aucune raison légitime d'avoir une clé vierge chez nous. Fait que, d'avoir la possession de ça, on peut déjà commencer à se poser des questions. Mais pourquoi ça l'a glissé au Flipper 0? Je sais pas, puis c'est pour ça que je dis, il doit y avoir un complot, il doit y avoir le fabricant de Flipper 0, il a dû comme hey, parlez de nous, puis non, mais imagine, ça aurait pu tomber sur le clavier QWERTY, interdiction des claviers QWERTY, hop. Moi, je tape en AZERTY parce que vous l'avez compris. Mais voilà, on aurait été bien dans le trouble. Ça aurait été très emmerdant d'avoir son interdit, en tout cas, bref. À bien des égards. Mais je vais juste lancer au côté gestion de crise, parce que dans le fond, c'est un peu ça dans lequel on est. Puis comment toi, de ton œil de gestion de crise, ou dans le fond de la tempête dans le verre d'eau, comment tu peux voir comment tous les faux pas, essentiellement? Ouais, clairement, je suis complètement d'accord avec tout le monde. Hein. On s'emmerde pour pas grand-chose. Hein. C'est cette clé électronique, mais c'est d'autres choses. Hein. À l'époque, on cassait la vitre, on volait la voiture comme ça. Donc on s'emmerde pour un petit truc comme ça. En effet, c'est pas le fond du problème. Donc, vraiment, tempête dans un verre d'eau, pour moi, il n'y a pas de gestion de crise par rapport à ça. Là. Si maintenant, ils volaient carrément 100 000 bagnoles, là, à ce moment-là, on pourrait voir quelque chose. Mais pour une ou deux voitures, là, ou pour ce genre de choses-là, et encore, ce que tu disais, c'est qu'on ne vole pas des voitures avec, on fait d'autres choses avec. Et tu disais quelque chose de très, très juste, c'est que on va l'interdire, hein, et pour les hackers éthiques, pour les formations, etc., ça va générer du trouble, mais ça n'empêchera pas, en fait, les méchants de s'en servir. Et qu'une loi passe par rapport à ça, bah, ça n'empêche pas de faire les choses. Limitation de vitesse au Québec, 100 km/h. Et quand je roule à 100 km/h, j'ai plein de voitures qui me dépassent. Bon, il y a des lois pour ça, hein. Bah, ça n'empêche pas les gens à rouler. Donc, tempête dans un verre d'eau, pas de gestion de crise par rapport à ça. Oui, absence de crise. Puis j'ai une anecdote par rapport à ça. Là, on parle du Flipper 0 pour ça ou les clés vierges. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il faisait juste défaire le show du violent, puis prenait deux fils, puis l'auto partait, puis on s'en allait avec. Puis là, on a-tu interdit les coupeurs parce que à cette époque-là, c'était ça qui permettait de voler les autos ou les cintres pour les choses. Hein. Fait que je vais te passer, Michael. Ben, moi, de mon côté, c'est assez bizarre. J'ai une opinion. Comme je comprends même pas la tempête tout court, je la comprends pas. Je trouve que c'est vraiment ridicule sur toute la ligne. Personnellement, j'ai eu une expérience de vol de véhicule, justement. Un peu à l'inverse de l'histoire, si on peut dire, d'une perspective de quelqu'un qui a vécu l'expérience. D'avoir un véhicule avec une puce. Puis justement, ce que je pense, la solution est même pas technologique. C'est plus les dealers qui devraient éduquer le monde quand ils prennent possession de leur véhicule. C'est quoi le danger?
c'est con, mais j'ai eu la chance d'avoir un dealer, moi, qui m'a montré, tu défais ta clé comme ça, tu la mets dans un setup comme ça, en voulant dire, tu peux avoir un coffre-fort, tu peux avoir whatever, là, c'est très simple. Là. Ils m'ont montré plusieurs exemples. Ils m'ont expliqué quoi faire pour pas me faire voler mon véhicule. Juste ça. Il aurait pu passer une loi juste pour dire, écoute, on va forcer les dealers automobiles à faire cet effort-là. Ça réglerait une grosse partie du problème, selon moi. C'est comme même pas techno. On parle même pas de techno de hacking rendu là. C'est juste humain. Ouais, c'est du human hacking rendu là. Pour la même raison qu'on peut avoir une amende si on ne verrouille pas les portes de notre auto. Exact. Donc, à ce moment-là, mais c'est sûr, là, on fait porter le fardeau. C'est une règle un peu ancienne, à mon sens, de punir l'utilisateur d'oublier de faire ce genre de choses-là. Mais il reste qu'on a amené l'éducation de verrouiller ses portes d'auto quand on mettait une amende de ce genre-là sur les gens. Là. J'aime bien. Voilà, oui. Moi, je trouve ça niaiseux. Pourquoi est-ce qu'à la place, ton vendeur de char, il te donne pas une petite mini cage de Faraday pour mettre ta clé dedans, tant qu'à ça? Comme ça me semble être une vraiment meilleure solution que de te dire de le cacher dans ton tiroir à bobettes, parce que une fois sur 1 million, on vole ta voiture de cette façon-là. Parce que là, je veux dire, on a quand même pris du temps pour t'expliquer ça, alors que ça, les chiffres montrent pas que c'est comme ça que les voitures se font voler. Je trouve que les efforts sont pas mis à la bonne place, là. Je sais pas. Puis aussi, je suis un petit peu contre pas blâmer l'utilisateur, oui, là, mais oui, je suis contre blâmer l'utilisateur. Puis je pense pas que tout le monde devrait être un cyber security expert, là. Je pense juste qu'on devrait penser à l'utilisateur à la place puis faire des affaires qui ont plus d'allure, comme plus de sécurité. Je veux dire, clairement, il y a un problème avec la clé, ben changeons le système. Là, repensons ensemble à un meilleur système. Là. Je veux pas de solution pour le moment. Pas étudier la question, mais c'est possible. Je fais du pouce sur ce que tu dis. À un moment donné, pourquoi il y a le problème de base? Est-ce que c'est un problème de conception? Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce qu'il manque quelque chose dans le protocole pour être sûr que ce soit sécuritaire, de ne pas se faire voler? Comment on le sécurise? Pourquoi ça l'arrive? Parce que, OK, on a compris qu'il y avait un outil qui le faisait. Un petit coupe de $200 pour faire de quoi? Voir que maintenant, ça risque de grimper en flèche, là. Ça va faire du marché noir rien que sur la revente. Mais pourquoi, s'il y a ces outils-là, c'est qu'il y a eu un problème de base. Comment est-ce qu'on corrige le problème de base? On peut éduquer le monde. Ça ne coûte rien d'éduquer le monde. Ça ne coûte rien de dire fais attention, regarde, il y a ça. Puis ça devrait être obligatoire quand tu l'as, là. Quand on te donne un char, fais attention. Tu as ton permis de conduire, tu as une éducation pour le faire. Donc c'est normal qu'on éduque le monde. Par contre, après, il devrait y avoir de l'effort qui est mis chez chacun, chez le constructeur, chez chacun pour faire attention. Puis si c'est trop facile, c'est qu'il y a un problème. Notamment, puis il y a certaines lois qui font que le produit qu'on achète doit faire les fonctions dans lesquelles il est conçu. Et s'il ne répond pas à ça, donc on présume comme consommateur que notre auto ne se fera pas voler facilement. Il y a comme une présomption que le constructeur a pensé que quelqu'un voudrait peut-être partir avec notre véhicule. Puis là, clairement, le constructeur n'a pas tout à fait bien pensé son setup. Là. Après, la question légitime, c'est à qui profite le crime, toujours. Hein. Qui a l'intérêt à faire arrêter ce type de gadget-là, ou qui a de l'intérêt à ne pas mettre de sécurité, parce que on peut se poser la question à qui ça profite. Fait que là, est-ce que c'est aux manufacturiers parce qu'ils vendent un autre char parce que tu as perdu le tien? Ben, ça pourrait être ça. C'est Alors, ça? je ne veux pas mettre tous les manufacturiers à dos, là. C'est pas l'objet, mais non, mais la question, c'est de se dire, OK, est-ce que derrière, il y a quelque chose qui ferait que pourquoi on le fait pas? Puis on va retomber dans le problème de la cybersécurité de base, qui est pourquoi on sécurise pas, pourquoi on l'oublie, pourquoi on le fait pas? Est-ce que c'est parce qu'on le veut pas volontairement, ou parce que là, l'histoire de la cybersécurité, c'est bien. Vendredi, on va parler de cyber-résilience aussi. Donc, faire de la cybersécurité, c'est bien, hein, c'est nécessaire d'en faire. C'est la serrure qu'on va mettre à une porte, mais ça n'empêchera jamais, en fait, de passer au-delà de cette porte. Donc, quels que soient les moyens techniques que l'on va mettre pour protéger la voiture, faire des voitures encore plus sécuritaires, avec des possibilités de ne pas les voler, etc., là, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours un mec plus malin, en fait, que le constructeur qui va trouver une solution d'aller piquer la bagnole. Donc, je veux dire, c'est sans fin, en fait. Peu importe la technologie que l'on va avoir, sécuritaire, il y aura toujours une solution de le pirater. Ça revient aussi au fait que les serrures conventionnelles, quand les lockpicks sont arrivés, ça a été... Mais on a encore le même type de serrures maintenant qui sont encore vulnérables au même problème qu'il y a 50 ans.
Ça n'a pas changé, mais on continue à verrouiller nos portes de maison comme ça parce que c'est le minimum acceptable en accident d'accepter ce genre de choses-là. Parce qu'on vit bien avec ce genre de choses-là. Puis là, on a quelqu'un en outil, justement, de changer tous ces éléments-là, c'est comme dispendieux. Puis aussi, les constructeurs, là, je me lance au côté outil, mais les constructeurs automobiles, là, ils sont prêts avec un problème. Puis ils veulent probablement pas payer le problème dans lequel ils ont eux-mêmes créé dans ces circonstances-ci. Là. Je pense qu'en règle générale, la cybersécurité, malheureusement, c'est encore vu comme une dépense. Puis c'est là aussi qu'on va encore en parler ils voudront pas faire ça parce qu'il va falloir que tu fasses un autre projet. Combien ça va coûter? Est-ce qu'il faut avoir des législations qui vont les obliger à le faire? Probablement, mais comme tu dis, je veux pas m'y mettre à dos non plus. Mais, on les aime, nos autos. Là. Oui, c'est ça. Je vais repartir à Montréal ce soir. Notamment, mais là, on parle du Flipper Zero, c'est drôle, mais en même temps, dans certains articles, ils mentionnaient justement que les fils du CAN bus étaient disponibles dans la lumière avant du véhicule, où il y a des genres de design comme ça. Fait que là, rendu là, le fait que la clé soit copiable, on peut toujours en débattre, mais le fait que le câble réseau du véhicule, parce que c'est un réseau, là, est disponible à quiconque passe à côté. Là. Ça, je trouve que ça commence à être un peu plus dérangeant que le Flipper Zero dans les circonstances. Hein. Mais on tombe dans le problème de design, de security by design, ou est-ce qu'on veut faire d'optimisation? Est-ce qu'on veut faire un seul bus dans toute l'auto qui va gérer tous les contrôles, puis il n'y a qu'un seul point de contrôle? Ça coûte moins cher en cuivre hein, de faire passer qu'un seul câble. Non, mais il y a une question d'optimisation aussi à l'intérieur de ça, puis quand on optimise trop, faut faire des concessions. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a fait l'analyse de risque puis qui a dit let's go les boys. Il y a quelqu'un dans la salle. Intervention, oui. Approche, faut que tu parles au micro. Oui. Oh, oui, il faut qu'on te voit, faut que tu parles au micro là, parce qu'il y a du monde à la maison qui écoute. Là. Il y a du monde qui sont en train de prendre une bière en bobette à la maison, mais il n'y a pas le micro. Prends celui de Dominique. Non, celui-là. Oui. Right. Moi, le problème, je le vois en 4. C'est un problème légal. C'est un problème de citoyen, c'est un problème de constructeur, puis des fois, c'est un problème de cerveau. Dans le sens que tu ne peux pas donner à responsabiliser juste un. Si la loi n'est pas là, si les lois ne sont pas faites, si le constructeur fait n'importe quoi, etc. Des clés, là, on peut en copier de toutes les sortes, dans tous les domaines, ta maison, etc. Ce que tu peux faire à ta maison, c'est changer les barilets, changer ce que tu as à faire, etc., mettre des systèmes d'alarme et tout. L'automobile, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu peux exiger de ne pas avoir ce type-là de serrure. Parce qu'il y a des moyens de faire ça. Fait que l'idée, moi, ce que je voulais tout simplement intervenir, c'est qu'on se demande c'est à qui la faute. C'est la faute à tout le monde. Point à la ligne. Du constructeur aller jusqu'au légal. Quand ça a été le temps de changer les ceintures de sécurité, la loi était là, mais ça a pris des amendes. Pendant 20 ans de temps, pour pouvoir, OK, enfin, là, je suis tanné de payer 300-400$ d'amende, je vais le faire. Mais c'est le même principe, je pense. Puis les automobiles, à 300-400 000$, c'est le fun à voler parce que ça rapporte plus vite. C'est certain. Mais c'était juste mon point. Puis j'avais pas vraiment de questions, mais je me dis. Non, les interventions aussi sont pertinentes. Là. On est 6, là, mais dans la salle approchée, si vous avez des interventions, c'est une très bonne intervention. Là. Justement, il est en train de passer le bonheur. T'sais. Frank, viens là en faire une intervention. Là. À place de regarder sur ton laptop en arrière. Là. Moi, mais là, checké, vous êtes fait. David. Oui, bon. Il n'y a peut-être pas de collaboration, justement, de certains constructeurs. On vient de faire un gros catch de flag au Japon, 2 jours. La majorité des vulnérabilités qui ont été trouvées, puis nous, on a remis à peu près 1 million en prix, là, 60 000 $ de la vulnérabilité. C'était dans le entertainment system, c'était dans l'auto, carrément, mais aussi les bornes de recharge. Ah, il y a une opportunité là. Les bornes de recharge. Mais quand on parle aux manufacturiers, il y a seulement quelques manufacturiers qui viennent et qui décident de participer puis de régler les bugs. Je ne veux pas faire une pub pour eux, mais Tesla, d'ailleurs, c'était pour la raison pour laquelle on donnait une Tesla dans notre concours. C'est parce que c'est pas nous qui avons payé la Tesla, c'est plus M. Musk qui offrait la Tesla si on pouvait hacker la Tesla. On fait ça depuis 3 ans. Donc, mais les autres vendors ne sont pas très collaborateurs souvent. Mais aussi les gouvernements. Pourquoi les gouvernements n'exigent pas
parce que le gouvernement canadien n'exige pas que les fabricants au Canada on ait des normes. C'est qu'ils ont peur de perdre les usines. Yeah. Ben oui, ils ont peur de perdre les usines d'auto en Ontario. Donc, on ne peut pas exiger des fabricants. Fait que, ça, c'est tous des éléments. Ouais, ça, c'est le problème. C'est fait que c'est quel premier pays va mettre de la législation pour justement pas se mettre ça, puis les autres vont suivre de facto, là, mais effectivement, il y a des pouvoirs financiers très, très importants. De ce côté-là, c'est très bien pour le côté de Tesla. Puis là, je veux une pub parce que je vais parler avec des chercheurs qui ont trouvé des bugs dans le Tesla. Ça va passer dans un prochain podcast. Tout ça, mais je parle avec ces gens-là. Fait qu'on a l'occasion justement d'aborder d'un point de vue plus holistique le véhicule, comment c'est un problème. Et Tesla, c'est un beau modèle parce que c'est essentiellement un ordinateur sur roue. Là. Dans ce cas-ci, c'est littéralement juste ça. Là. La première POC qu'on a faite, nous, c'était sur la Tesla de notre CEO. Mais j'ai essayé, moi, sur la Mercedes de ma femme, mais faut est-ce que le cabanon est confortable? Faut pas faire de wipe. OK? Parce que si ça ne marche plus, c'est un problème, un gros problème. Mais tu vois, ça me fait penser, je présentais un laboratoire à une autre conférence, puis le laboratoire, on montrait comment hacker un système qui était sur les automobiles avec la conduite automatique aujourd'hui. Ces mêmes systèmes-là, on les retrouve dans les transports, les trains. Une auto, tu la changes aux 3-4 ans, ça va être correct, on va faire le update, mais le train, ça coûte un peu plus cher puis tu le changes pas. Fait que combien de fois un de mes collègues il fait juste les pentests sur ce qui était où, il a fait bouger des trains parce qu'il y avait cette vulnérabilité-là et tu étais capable de prendre contrôle. Un train, tu vas pas le changer, ça coûte pas 300 000, tu as dit tantôt, je pense que ça a été nommé. C'est encore pas si cher pour un train. Là. Fait qu'il y a des répercussions qui sont dans d'autres domaines aussi qui est super intéressant d'approfondir. Moi, j'aime bien le point de Michel où on dit finalement, on est un petit peu tous coupables. Je trouve que c'est une bonne analyse, là, on est un petit peu tous coupables d'être dans notre bulle, dans notre confort, dans notre design, dans notre facilité, notre optimisation. Et peut-être qu'il y a quelque chose pour renverser la vapeur. Puis je pense que c'est un peu notre rôle en tant qu'expert en cybersécurité de pouvoir renverser la vapeur. Puis au lieu d'être tous coupables, d'être tous acteurs, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour flipper ça? Moi, j'aurais rajouté quelque chose parce que je suis d'accord avec toi qu'on est tous coupables. Puis une des preuves, je reviens au point de Nicolas tantôt qui parlait des lockpicks, puis comment on dit qu'on est tous finalement d'accord avec. On barre notre porte avec une simple clé, puis la vie est belle, mais va faire un tour. C'est une fiction hein, quand on barre notre porte, là, littéralement. Ouais, mais c'est drôle parce que ça affecte sociale. Tout le monde, fait que c'est cool. Mais je me rappelle encore de mon époque que j'étais en Californie, que là-bas, ils vivent plus sans construire une maison avec un certain système quasiment de défense pour la maison. En voulant dire, il y a des caméras dans quasiment toutes les pièces. Tout y passe, là. Parce que pour eux, c'est rendu le nouveau standard. C'est la nouvelle façon de vivre qu'ici, on n'a même pas de caméra encore pour la plupart des maisons. On n'a même pas de système de sécurité. Mais pour eux, c'est déjà rendu. Ils sont déjà rendus là, mais c'est une question démographique aussi. Mais c'est la question à se poser. Est-ce qu'on est coupable en tant que nous-mêmes de ne pas vouloir se l'imposer finalement? C'est à nous de prendre la décision de bouger là-dessus puis de faire bouger les choses. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on est tous coupables. Moi, je vais enlever. On est tous responsables sauf l'utilisateur. OK? Ça, c'est la position que je vais adopter pour faire un peu de controverse. Parce que si je barre ma porte de maison, là, c'est toujours bien ma maison. Là, c'est toujours bien un crime de rentrer dans ma maison. C'est une convention sociale là, de mettre une lock qu'on sait très bien qu'il peut être lock-pické. Mais c'est toujours bien encore un crime de rentrer dans ma maison alors que c'est la mienne. Là. Fait que je trouve que c'est du victim blaming. En ce sens-là, les forces policières ont mis énormément d'énergie pour protéger les domiciles. En ce sens-là, on a comme société accepté que la résidence doit être protégée. Donc, on paye un service de police pour arriver à ce genre de choses-là. Dans ce contexte-là, c'est comme si on ne payait pas le service frontalier ou le service de police ou peu importe qui on veut pointer du doigt pour faire le travail d'intercepter ces manœuvres-là. Parce que, il demeure que quand même, la clé de la porte, c'est une fiction. Là.
Très, très franchement, on n'a pas ça. Puis oui, augmenter les styles, mais à Californie, le niveau de violence globale, probablement à Chicago aussi, ça doit être dans ces choses-là. Mais la violence globale locale est tellement grande que si tu le fais pas, ben, tu risques d'y passer. Puis c'est pas juste tu fais voler ta maison, tu risques de te faire tuer au passage. Fait que, genre, il y a un incitatif de préservation de ta vie qui est inclus là-dedans, au-delà de la loi, puis tout ce que c'est. Mais en même temps, je trouve ça fascinant comment on peut changer les règles. Puis là, on dit, je rejoins le fait qu'on n'est pas tous coupables en tant qu'individu, mais comment, comme société, comment on fait avancer ça? Parce que là, si on en parle, on est bon en cyber, tu sais, mais est-ce qu'on a vraiment fait avancer les choses dans notre domaine de façon sérieuse depuis les 30 dernières années? Moi, je trouve pas. Parce qu'on parle encore des mêmes affaires maintenant qu'il y a 30 ans, puis on a les mêmes problèmes, les mêmes patentes, les mêmes... Fait que, on est comme content de vivre là-dedans, on va avoir de la job pour longtemps, mais on n'a pas réglé nos vrais problèmes. Fait qu'on n'a peut-être pas sensibilisé le nous commun, l'espèce d'identité que Michel faisait référence, le nous qui se représente par le législateur essentiellement dans nos sociétés. Il n'y a rien. Moi, j'ai eu un vide qui est même sidérant. Puis je dirais même, si on prend le cas du Flipper Zero, je trouve encore assourdissant ce silence-là. Parce que tout ce qui s'est discuté n'est pas par rapport au problème. Ils ont juste fait du bruit à côté. Fait que même notre législateur ne comprend pas le réel du problème dans lequel on vit comme société. Puis pour rejoindre un peu tout ça, moi, je suis excessivement troublé. Mais genre de la job à longtemps, je suis content. Ma pension est garantie, mais au-delà de ça, c'est sur le dos des autres que ma pension finalement est garantie dans ce contexte-ci. Là. Ben là, tu sais, t'es quand même pessimiste, là. Parce que. Aïe, aïe, aïe. Parce Je vais que- prendre une gorgée. Non. Gorgée pour tous. Cheers. J'espère que vous n'avez pas trop imprimé. Je finis toujours un peu là-dedans. Non, mais on n'a jamais autant parlé de security by design que maintenant. Fait que, tu sais, il y a déjà ça. Là, on a quand même entamé ce processus-là d'évolution vers, OK, on va récompenser les compagnies qui vont penser un peu différemment pour la cybersécurité, tu sais. Puis ça, c'était pas de même avant. Fait que, il y a déjà ça. Tu sais, c'est plus positif que qu'est-ce que tu le décris, là. Oh non, on est. Non, mais là, partez dans le positif, là, arrêtez, renverser ce que j'ai dit. Ah non, mais il faut garder Là, l'optimisme. deux intervenants. Là, Ah, mais il faut garder l'optimisme. Celle-là ne sera pas positive. Faut pas là, Elle part de Montréal. Là. Faut regarder l'histoire du port de Montréal. Micro-menton, s'il vous plaît. Allô? C'est parfait. Le port de Montréal, il faut regarder son histoire. Là, OK? Ça a été la plaque tournante de beaucoup d'affaires dans le passé. C'est encore la plaque tournante de toutes sortes d'affaires, dont les automobiles. Il y a un problème là. C'est pas le port de Québec qu'on parle, c'est pas le port de Toronto, c'est le port de Montréal. Puis... Les champions! Ben, on a un succès quelque part. Si le CH pourrait être aussi bon que ce qui se passe dans le port. Mais l'idée, c'est il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui va au-delà des politiques de monsieur, madame, tout le monde, etc., du flipper. Il y a quelque chose à un moment donné qu'il va falloir que le monde se pose la question. Comment que ça se fait que ça se passe de même dans cette place-là? Puis on montre l'histoire, là. Il y a eu le trafic de toutes sortes de choses, puis là, c'est les automobiles. Il y a quelque chose qui est anormal. Et les polices, c'est de valeur, mais il y a un job à faire, en partie. Puis le législatif aussi. Dimitri, tu voulais intervenir? Oui, merci. Allô. Moi, je voulais revenir sur le Flipper Zero. Moi, j'ai backé le projet sur Kickstarter dès le début. J'en ai à la maison, tout ça. Pas ici au Canada, donc je suis correct. Je vous Bien rassure. heureux pour toi. Dans une autre juridiction. Je vais ajouter un nouveau nom à la liste. Mais en fin de compte, je pense pas que le Canada va interdire le Flipper Zero en tant que tel. Ce nom-là est ressorti parce qu'il y a un député qui a dit dans une commission, on va interdire les dispositifs de piratage tels que le Flipper Zero. Alors pourquoi ce nom-là est ressorti? C'est parce que sur TikTok, puis partout, on voit énormément de jeunes qui volent des voitures, clonent des cartes de crédit, font toutes sortes d'affaires avec le Flipper Zero, mais en fait, ce sont des fakes. C'est vraiment des fausses vidéos. Il y en a 80%, c'est juste comme des adolescents qui ont un Flipper Zero, puis qui prétendent qu'ils peuvent faire toutes sortes de choses avec, mais c'est juste du fake. Donc, c'est énormément ressorti dans les médias, et il y a une mauvaise compréhension sur c'est quoi cette technologie, c'est quoi ce gadget.
Puis, c'est ressorti dans une tempête médiatique. Mais en réalité, j'ai fait une petite conférence il y a quelques mois sur le Flipper Zero. On avait amené, tout le monde avait amené ses cartes de passes de ski, de passes de bureau. Puis on avait fait comme on avait invité le public à venir. Mais en réalité, on peut pas faire tant de choses que ça. Il y a vraiment rien de nouveau dans un Flipper Zero. C'est une technologie, c'est plus une communauté Discord de gens puis d'adolescents autour de tout ça. Mais en réalité, c'est pas un outil très dangereux en fin de compte. Oui. Je vais juste faire un peu avant ton intervention, parce que je trouve ça très intéressant, parce que, tu viens de nous expliquer c'est d'où ça arrive, pourquoi le maudit Flipper Zero est apparu. Puis je vais juste faire un petit crush sur le fait, c'est tout de la désinformation dans laquelle on se retrouve. Fait que finalement, nos législateurs se sont fait emballer dans de la désinformation, puis on est pris comme communauté dans ce genre de situation-là. Je te repasse la parole. Oui, en fait, c'est que je trouve que ça soulève un nouveau point. Parce que là, si on me parle de vol de voiture avec le Flipper Zero, je dis ça, c'est pas une bonne solution. Par contre, est-ce qu'on peut soulever un nouveau point de est-ce qu'on devrait encadrer l'utilisation de gadgets liés à la cybersécurité? Ben là, ça, c'est une toute autre conversation qu'on peut avoir ou pas. Mais là, mon opinion, c'est plus, oui, peut-être qu'on devrait l'encadrer, donner les bonnes personnes, le droit aux bonnes personnes d'utiliser ça, puis de peut-être se donner le droit de punir ceux qui sont pas autorisés à le faire. Comme un cadre législatif comme ça nous permettrait de venir intervenir dans les cas où on fait des vidéos comme ça. J'ai peut-être un point à rajouter là-dessus, parce que je me rappelle d'avoir entendu quelque chose, peut-être quelqu'un dans la salle qui ne va pas me confirmer, là, mais si je me rappelle bien, c'est encore illégal à ce jour de se promener avec des lockpicks. On peut se faire arrêter, right, si on se promène avec des lockpicks. Ça revient au même dans le sens. Mais là, est-ce que. Fait que là, ben là, je sais pas à propos de ça. Peut-être que tu as raison, je l'ai jamais vu, la loi. Mais si on peut faire la même chose avec les Flipper Zero, par exemple, ou peu importe quel autre gadget de cybersécurité, ben on avancerait peut-être dans ce cadre-là. Parce que en cyber, on est pas mal le seul domaine où est-ce qu'on agit en toute impunité. Là. Dans tous les autres domaines, ben là, moi, je suis plus concentrée dans la partie recherche de la chose. Là. Mais dans tous les autres domaines de recherche, on est encadré. Là. Il y a des affaires que tu peux pas mélanger là, quand tu es en biochimie. Là. Les Chinois ont peut-être fait quelque chose, justement, il y a genre en 2019, je crois, qui aurait peut-être échappé quelque chose. Il y a des rumeurs qui disent ça, là, mais si vous ne voulez pas, cancellez-moi pas parce que j'ai dit des affaires qui pourraient être non correctes. Là. La problématique aussi, c'est de rendre ça relativement accessible à un peu monsieur, madame, tout le monde, ou à n'importe qui est capable de mettre un 200$ de côté pour acheter de quoi. Et après, ça me fait penser, effectivement, ça devient une arme cybernétique. Enfin, alors effectivement, on est d'accord que pour cloner une carte, il faut être à coller la carte collée contre l'appareil et puis taper la bonne commande, puis un peu chercher pour que ça fasse. C'est pas de masse. Mais si on s'amuse à avoir des armes de clonage massif de cartes de crédit, on commence à rentrer dans une arme. C'est une arme, puis se balader dans une arme dans les rues, ça prend un permis. J'aime bien l'angle du fait qu'on est le seul domaine qui est non encadré. Puis pour plein de raisons, puis c'est un drôle de façon anthropologique, c'est très intéressant de regarder ça plus profondément. Là. Puis je pense qu'on va s'échanger, on va boire quelques verres ensemble sur le sujet d'ailleurs. Mais cela étant dit, effectivement, tous les autres domaines sont encadrés et nous, on n'arrête pas de réclamer le fait de ne pas être encadré. Puis on milite très fort pour ne pas être encadré. Puis ça fait longtemps qu'on milite très fort pour ne pas l'être parce que nous, on est la liberté. Tu sais, tout le manifesto du hacker, tout cet univers-là qui nous habite. Puis encore, on voit se manifester à l'heure actuelle avec la Flipper Zero. Tu sais, on revient encore dans ces discussions-là. Pour moi, date d'une autre époque. Puis je mentionnais en ouverture du Secure ce matin, je suis heureux d'avoir changé, d'être accompagné d'une nouvelle équipe pour l'organisation de Secure, qu'on a agrandi l'équipe, on l'a rajeuni, parce qu'on a arrêté de sortir des vieux paradigmes du hacker, du film Hackers, Matrice, Wargame, le vieil homme blanc. Enfin, on est sorti de cet univers-là, de ce cyberpunk, de Neuromancer, puis toutes ces affaires-là qui habitent une autre époque, qui habitent une vieille génération finalement.
Toi, tu es un cas d'exception, puisqu'on a déjà parlé sur un podcast, tu as les mêmes référents que nous, mais c'est louche. Mais ça c'est une autre histoire. Mais on est tous, ça, les jeunes générations n'ont pas ces références-là qu'on a de genre à New York, fermer toutes les lumières de choses, puis dans lequel le film Hackers où on branchait deux téléphones à l'envers avec des modems 300 baud, puis on faisait genre dans un mainframe. Ça n'existe plus, ça. Les gens qui rentrent en cyber n'ont pas ça. Fait qu'on est encore en train de se battre sur les vieilles affaires de liberté extrême, le libertarien là, de façon moderne, en tout cas. Mais en même temps, on n'est pas prêt de vivre avec le fait d'être libertarien, ça a des conséquences. Fait que, c'est dire, moi, je veux être libre chez nous jusqu'à temps que j'ai un voleur ou j'ai un problème chez nous. Là, je veux plus être libre, genre, là, avoir du monde qui va m'aider. Là. Mm-hmm. Et j'aime vraiment beaucoup l'histoire des hackers puis tout ce qui vient avec. Tu sais, je trouve tellement que c'est passionnant comme histoire. Puis tu sais, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça va toujours rester là. Tu sais, ça va toujours exister. C'était ça un hacker dans le temps puis tout ça. Sauf que là, si on veut un petit peu suivre, tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt de comme nouvelle ère où est-ce qu'on est des professionnels de la cybersécurité, bien, c'est sûr que peut-être qu'on est mûr de rentrer dans l'encadrement et de passer à autre chose finalement, tout en gardant puis en se remémorant l'histoire derrière. Là. Je veux dire, on n'est pas obligé de l'oublier non plus, mais effectivement, on est mûr pour ça si on veut avancer en fait, parce que sinon on sera plus capable, on a comme atteint là, la limite de comme qu'on pourra plus avancer vers l'avenir. Là. Effectivement, puis là je lance là la balle à Camille parce qu'en outil, puis ça c'est je fais malheureusement référence à l'épisode de podcast, ben pas malheureusement parce que c'est pas ton sujet à toi, sur lequel, en outil, on a des protocoles très sévères qui doivent être respectés avant de faire toute opération. On parle de l'outil, puis c'est triste parce que la sécurité cyber n'est pas bien prise en charge, mais le fonctionnement dans le réel, puis j'aime ça t'en parles un peu parce que juste de rappeler un peu toute l'ampleur, parce qu'on fait une intervention, tu as un plan d'intervention. Tu n'arrives pas là comme « Ah, je vais faire mes systèmes, pouf! » Non. C'est pour ça que je veux juste un peu détailler ça, parce que c'est très important de comprendre à quel point, même si en termes de cyber, on peut chialer sur l'outil, la réalité, c'est un domaine très normé aussi, là, à bien des égards. Oui. Tu parlais, puis j'ai pensé à Reboot, un workstation. Ça m'a fait peur. J'ai eu des frissons. Non, c'est ça, on ne peut pas le faire. Il va vraiment falloir... Tu sais, un peu, j'en ai parlé dans la présentation, il faut vraiment apporter plein d'équipes. Fait qu'il va y avoir ton équipe d'ingénieurs, ton équipe de santé et sécurité qu'il faut que tu apportes parce qu'il faut que tu parles à tous les gens qui sont sur ton plan qu'en ce moment, on va faire un shutdown. Puis là, c'est là qu'on va faire des changements. Aussi, je parlais aussi des antivirus. Tu peux pas upload une nouvelle version de ton antivirus aux 2 heures parce que... écoute, il peut se passer beaucoup de choses. Ton ordinateur peut être en train de télécharger l'update, puis ça va faire en sorte qu'il ne va pas réagir à d'autres processus. Aussi simple que ça, il y a les pings. C'est une des premières affaires que j'ai appris en Théo quand j'ai commencé. Il ne faut pas que tu pinges un PLC. C'est super drôle, mais il ne faut vraiment pas que tu fasses ça parce que ça se peut que son process, vu qu'il n'y en a vraiment pas, ben il va être utilisé à répondre à ton ping, mais s'il y a quelqu'un qui pèse sur le bouton d'urgence, ben ça va pas arrêter. Fait que son bras, s'il est dans le convoyeur, ben il va continuer parce que ça marchera pas, puis le PLC va pas répondre, mais il va répondre au ping. Fait que c'est vraiment important quand on va voir souvent ça aussi dans les usines qui font des interventions, ils vont mettre des cadenas partout. Ils vont bloquer, ils vont mettre les cadenas, ils vont mettre des clés, il va y avoir des photos du technicien qui est en train de faire des changements. Ça va être super important à faire. Je pense qu'il y a une intervention. Oui, ben termine ton intervention, puis Frank va intervenir après. Ben, j'allais juste, je pensais que vous voulez rebondir, mais c'est ça, j'allais juste dire que c'est vraiment normé. On peut penser en électrique, il va y avoir NERC qui va les obliger à faire des process de A, B, C, D, E. Après, quand tu t'en vas en manufacturing, ça devient un peu plus... ça devient un autre game qu'il y a vraiment des choses qui sont... C'est vraiment épeurant parce que faire un ping, n'importe quel gars qui installe une Kali Linux parce qu'il a trouvé ça sur l'Internet va faire un ping comme ça n'importe où, peut s'improviser. Oui. Et ça a des impacts démesurés. Donc, on retourne sur la notion de la professionnalisation ou en tout cas le niveau de maturité d'utilisation de ce type d'outils-là pour éviter des accidents par non-maîtrise. Puis quelqu'un qui sort de l'école, c'est normal qu'il ne comprenne pas tous les protocoles Théo qui existent de la Terre. Mm-hmm.
C'est sûr. Ou même, tu vas voir des gens, on fait aussi des pentests là, dans les TO, mais il faut que tu commences avec... faut pas que tu sois noisy, ou il y en a déjà qui commencent, ils vont faire des nmap. Tu peux pas faire une commande nmap dans les TO. Ouais, je pense que vous m'avez dit sur le podcast, genre une heure qu'il avait fait, puis genre le bras, mais quand le bras a commencé à être complètement détruit, tout ce qui était autour de lui, parce que lui, il a juste comme paniqué, puis il est parti. Et heureusement, il n'y avait pas d'humain autour. Exactement. Parce qu'il y en a un qui est mort, c'était un bras robotique qui contrôlait. Puis dans le fond, lui, il ciblait les boîtes, puis il y a un consultant qui est venu, qui avait une boîte dans les mains. Fait qu'il a pris la boîte, mais avec l'humain. Puis dans l'article, ça disait qu'il était un peu déchiqueté. Il n'était pas très... non, c'est ça. Je veux faire des images, mais non, c'est ça. C'était un peu gore, la façon qu'il est resté. C'est là où c'est impressionnant quand même en OT, là, comment est-ce que tu peux foutre en l'air toute une usine par rapport à ça, rien qu'avec un ping. Donc, tu n'as pas besoin d'être très, très fort en fait en hacking ou d'avoir un petit bidule là. Tu fais juste un ping ou un net map là, puis tu fous en l'air l'usine complète. Non, c'est bien, c'est le DDoS en fait de l'OT. Exact. C'est cool. cool. Encore une fois, ça nécessite la professionnalisation pour pas mettre n'importe qui, n'importe où sur des systèmes qui mettent la vie des gens. Puis on est d'accord, hein, une voiture électrique, il y a plus de capteurs dans une voiture électrique que nulle part. Donc voilà. Mais juste, je vais rebondir sur ça. Et puis viens, Franck, parce que sinon tu vas jamais parler. Par rapport à ça, t'étais dans la salle avec nous autres, là, sur le fait qu'en effet, il faut être attentif au niveau des personnes. Une personne qui se fait virer là, elle a un pouvoir de nuisance énorme dans une entreprise. On voit ça en fait dans des entreprises normales qui ne sont pas des OT, des industries. Mais alors dans le cas d'une industrie là, c'est fabuleux quoi. C'est énorme. Et sans bidule en fait. Oui, parce qu'on peut rentrer, c'est des collègues. Ah, ouais. Oui, j'ai juste oublié quelque chose. Tu rentres, tu peux facilement aller mettre combien il y a de ports USB qui ne sont pas bloqués dans les TO. C'est simple, c'est vraiment simple, mais c'est tout ce qu'on voit. Ou des fois, je ne vais pas dire non, là, vraiment pas, mais on m'argumente que c'est parce qu'ils en ont besoin des clés USB. Ton risque est beaucoup plus élevé de ta clé USB qui est tous tes ports qui sont ouverts partout. Tu peux en avoir quelques-uns, mais ça va être très présent. Je reviens sur la partie Flipper 0 parce que c'est rigolo. Moi, ça me fait toujours rire. Ouais, ça me fait toujours rire. Puis je vous ai écouté quand même depuis l'heure. Puis Nicolas le sait, je suis toujours en dehors du scope à essayer de chercher pourquoi Flipper 0, mais c'est comme la magie. Hein. La magie, Houdini faisait une petite main lame et vous en mettez plein de l'autre côté. Et les méchants, ils prennent juste 30 kilos de drogue de l'autre côté pour en passer 3 tonnes, évidemment, là où on ne veut pas en avoir. C'est un petit peu ce qu'a dit Andréane par rapport au conteneur des voitures. Là. Ça n'empêchera pas que les bateaux visitent et iront en Afrique à ce niveau-là. Mais il faut aller plus loin, évidemment, parce que des fois, quand il faut aller plus loin sur Flipper 0, c'est pas Flipper 0, c'est du free RTOS. Hein, donc, on l'installe dans n'importe quel Raspi 0 ou quoi que ce soit, et un 0 mène 2 W, là, c'est petit, ça vaut 30 piastres, et on fait la même chose, sauf que eux, ils l'ont manipulé. Sauf que, si on va un peu plus loin que ça, on arrive à voir Palvo Zoner. Palvo Zoner, c'est le patron de device de Flipper 0. Et lui, il a monté ça en 2019 sur un Kickstarter avec un de ses amis. Et un de ses amis, il est aussi cofondateur, en tout cas, et gestionnaire de Kaspersky derrière. Ça, c'est marrant. Attendez, Pavlo Zoner, Odessa, russe, Kaspersky, Banet. Oh, je dis des conneries, là, ou c'est Flipper 0 qui est... Ah, merde. Oh, excusez-moi, c'était Flipper 0 qu'on parlait. C'était pas de la Russie qu'on parlait. C'était pas de la guerre, aujourd'hui, qu'on parlait. Ah, excusez-moi, je rentre vraiment le micro. Ouais. Moi, je préfère avoir des problèmes avec les constructeurs automobiles, du coup. Hein. Moi, je fais attention au véhicule que tu vas acheter le prochain coup. Dimitri, tu veux intervenir? Très, très rapidement, moi, je voudrais juste que, puis il y a une discussion avec Martin sur un peu les conséquences sociales de cette affaire de Flipper 0. Moi, j'ai quelqu'un, quand je suis arrivé à Québec, ça fait 2 semaines, je suis visite là, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, j'ai besoin d'aide, Dimitri, parce que je suis persuadé qu'il y a une personne dans mon bloc appartement qui me veut du mal, qui me pirate, qui m'espionne. Puis tu sais quoi? Il utilise un Flipper 0 pour faire tout ça. Puis là, OK, tu sais, c'est comme, OK. Et là, et s'il y a une vraie détresse de certaines personnes qui pensent, qui ne sont pas dans notre domaine technologie, cybersécurité, puis qui ont vraiment peur de cette technologie-là. Puis
ils connaissaient pas Flipper Zero jusqu'à ce qu'on parle de la tempête médiatique. Puis ils voient ça, ils googlent ça, ils vont sur TikTok, sur YouTube, puis ils capotent. Ils se disent, là, c'est grave, là. Et c'est un peu triste parce que la personne dont je vous parle, j'ai essayé de la raisonner un petit peu, mais là, sa décision, c'est de déménager. Elle veut quitter son appartement. Ça vous fait rire, mais il y a une vraie détresse, quoi. Parce que c'est des gens qui se disent, il y a comme des outils de piratage partout dans la ville, puis c'est ça. Donc, la désinformation, ça peut amener des conséquences de gens qui vivent comme une détresse psychologique par rapport à leur ordinateur, leur Wi-Fi, leur technologie. Pensez-y. C'est une conséquence des gens en dehors de notre domaine. Ouais. Je suis très d'accord avec ton point, puis on ramène le point d'Odini de Frank aussi. C'est qu'on ramène des choses, puis mes parents, jusqu'à temps que ça passe aux nouvelles, ils n'en savaient pas c'était quoi. Heureusement, je leur ai expliqué c'était quoi, fait que là, ils ont passé à rire, puis c'est fini là. Mais la plupart des gens ne sont pas dans cette situation-là. Puis on sort de la pandémie où en laquelle on a été matraqué par un certain nombre de choses que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Moi, je comprends, j'ai fait mes recherches, ça, mais j'ai fait chercher sur Facebook. Mais plus sérieux. Mais plus sérieusement, j'ai fait mon travail de recherche scientifique qui allait à ça pour comprendre, pour aller plus loin. Mais la plupart des gens vont arrêter à ce qu'ils voient sur Facebook, sur TikTok, justement, comme tu mentionnes. Et c'était mentionné justement le fait que le Flipper Zero sur TikTok ont la désinformation. Mais là, ils s'alimentent sur une source de désinformation qui ne font qu'amplifier une inquiétude de choses qu'ils ne comprennent pas. Et notre domaine, pour bien des gens, on fait de la magie. T'sais, on est comme des Houdini. Moi, mais les gens, même ma conjointe, elle voit, genre, mes choses passent à l'écran, j'ai plein de choses qui roulent. Là, elle regarde, puis elle comprend juste rien de ce que je fais. Puis pour elle, c'est de la magie, ce que je fais, là. Puis, elle comprend pas trop, mais elle est contente que je fais ce que je fais, mais elle peut pas. Puis, là, je pense que je fais juste compiler une affaire, puis j'ai juste des lignes qui passent. Puis mais pour le commun des mortels, puis ça rejoint le point à Dimitri. Ils ne comprennent pas ce que je fais. Ça a l'air de la magie. Puis à bien des égards, les vieux films comme Hackers capitalisaient beaucoup sur cette magie-là dans laquelle on vit, de laquelle on a l'impression d'être des magiciens de la technologie. Moi, je parle à la technologie. Il faudrait ramener ça dans le réel, le monde de la détresse, les vraies choses, les conséquences de ces discours-là. Là. Le podcast a le droit d'être rigolo, par contre. Toujours. Oui, allez. d'être rigolo. Je pense que tu vas faire une blague. Au fait, j'avais oublié de vous dire, le Flipper Zero, il n'y a pas que Odessa, parce que le gars habite en Russie et compagnie. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est parce que le gouvernement, surtout du Québec, voulait faire oublier le panier bleu. Parce qu'évidemment, c'est le problème du panier bleu à aujourd'hui. C'est un pire Flipper Zero, en fait, que le panier bleu, puisqu'il ne marche pas. Il n'y a que le panier brun, aujourd'hui, qu'on fait. Je vais faire un peu de pub pour Pat, là. Mais effectivement, c'est ça, c'est le panier bleu, en fait. Tout vient du panier bleu. Comme il a hacké le panier bleu, on a un problème, en fait. Le Flipper Zero, c'est de sa faute. Il aurait dû s'appeler, je sais pas moi, requin bleu ou requin zéro, éventuellement, ou un truc du genre. C'est ça le problème, en fait. Sauver Willy et autres. Parce que ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une compagnie américaine qui vend un Raspi Kali équivalent à Flipper, qui n'est pas banné par Amazon d'ailleurs, parce qu'Amazon, je vous rappelle, a banné Flipper complet. Là. Le Brésil aussi l'a banné, donc là, on ne sait jamais. Peut-être que Trudeau a passé un truc à Acapulco, puis il s'est dit, tiens, il faudrait peut-être que je me barre, là, éventuellement. Non, tu mets beaucoup cas, d'intention dans quelqu'un que je pense qu'il n'a pas ce degré d'intention. Il a vu le panier bleu, il est parti au Brésil, il s'est dit, moi, Flipper, j'en ai marre, je veux plus le voir, là, c'est mort, faut arrêter les conneries. Là, Puis comme les autres, c'est quoi, Raspberry Pi, c'est dur à dire, Flipper, c'est plus rigolo. Donc évidemment, mais non, sans blaguer, effectivement, je pense que c'est de la poudre aux yeux et ça sert à rien. Puis de toute façon, tous ceux qui traînent là-dedans, puis si on parle justement du Flipper Zero, puis j'ai eu des cas, puis professionnellement, j'ai dû analyser ces choses-là, puis sérieusement, puis expliquer à du monde qui sont en dehors du domaine, qu'est-ce que c'est quoi le danger réel, les vrais éléments qui sont associés à ça, et de réduire, puis c'est un peu ça notre rôle, puis là, je trouve ça un peu déplorable de certaines personnes dans notre milieu qui viennent amplifier cette crise-là, cette tempête-là, dans laquelle on devrait être ceux qui devraient éteindre la tempête, de ceux qui devraient rassurer les gens en général, parce que mes parents ne comprennent rien à ça. C'est comme ça, puis pas tous vos parents ne comprennent rien à ça. Et nos parents sont représentatifs de la société en général. Fait que si eux ne comprennent rien, ben la société en général ne comprend rien. On est juste quelques illuminés avec nos affaires de magie, puis on fait apparaître une carte, on est content, tout ça. Mais c'est trippant, mais pour nous. Fait que gardons notre mysticisme, s'il vous plaît, pour nous, parce que sinon, c'est toxique.
Je vais rebondir un peu sur tout le monde là, parce que tout à l'heure, tu disais à qui profite le crime. Je pense qu'il y a un fond de vérité par rapport à ça. Tu disais sur la psychologie, en effet, attention, il y a un impact derrière ça. Puis tu parlais justement que le Flipper 0, c'est juste Flipper, quoi. Flipper, il est gentil par rapport à des tas de requins. En fait, quand on regarde avec la pandémie qui s'est passée là, il y a eu plein de lois liberticides qui sont passées avec des obligations de se faire vacciner, tout ce genre de choses-là, à juste raison ou à tort, peu importe. Mais en fait, le fait de générer cette crainte, ces fake news, etc., ça permet justement de faire avancer un certain nombre de choses avec des lois qui peuvent dire « t'as plus le droit d'utiliser telle chose et bientôt tu pourras plus utiliser ta clé de voiture parce que ça émet quelque chose dessus ». Donc peut-être que si on fait un petit peu de fiction, là, peut-être que ça va nous amener tranquillement vers un côté liberticide où on aura bientôt plus le droit de rien faire sans demander autorisation. Donc là aussi, ça rejoint pas mal en fait ce que tu disais, à qui profite le crime. Moi, j'allais rebondir sur tout ce qui a été dit. Juste pour en mettre par-dessus. Oh non, on rebondit beaucoup. Là, on rebondit beaucoup parce que moi, tantôt, j'ai entendu des mots magiques quand j'ai entendu comme qu'on voulait restreindre ou comme restreindre un peu ce qu'on fait en termes d'experts. Je me dis à quoi sert la conformité rendue là, parce que c'est exactement ça. Dans un sens, on se met des bâtons dans les roues pour le commun des mortels. On met des lois, on met des règles, on met tout en place finalement pour que justement, il n'y ait pas quelqu'un qui ping quelque chose qui ne devrait pas, que quelqu'un utilise justement un outil qui ne devrait pas au bon moment ou au mauvais moment, d'avoir les permissions, les droits, les accès. C'est exactement ça qu'on fait dans un sens. Puis c'est un petit peu ça qui me trottait en tête depuis tantôt. Je me dis, on parlait du flipper, puis tout ce qui peut... J'ai hâte de voir les réponses. Hein. Mais c'est ça, pareil, veut pas, la conformité vient répondre à tout ça dans un sens, vient nous encadrer, vient nous mettre, finalement, nous forcer à marcher droit, puis de pas pouvoir faire de niaiserie, de mettre une responsabilité sur la tête à quelqu'un, que tantôt, justement, la discussion, on s'envoyait la balle au niveau de c'est la faute à qui, mais finalement, la faute, c'est qui a pas mis soit la conformité en place, puis c'est une certaine maturité, je pense, de société qu'on est en train de faire évoluer, finalement, que ce soit dans le point de vue technique ou point de vue carrément social. On veut mettre en place certaines lois, certaines responsabilités pour certaines personnes pour nous empêcher justement de qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire ça finalement. Ce qui est très drôle, là, c'est que pendant qu'on met toutes ces conformités, toutes ces lois, etc., là, il y a les Chinois et les Russes qui rigolent en fait de tout ça. Parce qu'en fait, on est réellement des bisounours à se surprotéger, à se surlimiter, etc. Et en face, ils se disent, mais continuez à vous limiter, continuez à vous interdire un certain nombre de choses, parce que nous, ça ne nous empêchera pas de venir. Donc c'est intéressant. Ouais, mais c'est un peu sous l'axe de la recherche en intelligence artificielle. On est en train de mettre des règles en Occident et lesquelles la Chine ne se mettra aucune règle et même en génétique ne se met à l'heure actuelle aucune règle. Et nous, on a beaucoup de règles qui nous empêchent. Donc, c'est vrai, effectivement, sur l'échiquier mondial, c'est un sérieux problème. Mais au niveau, parce que là, professionnel, c'est comme un peu de flou. J'aimerais savoir ce que vous entendez par... qu'est-ce que ça veut dire, professionnalisme, dans ce cas-ci? Qu'est-ce que vous entendez pour rebondir sur ce que Michael a mentionné? Sur la conformité plus spécifiquement. Mais je peux pas dire, moi, je vais être obligée d'adopter la position pour cette loi-là. Moi, je trouve que c'est une loi qui répondait à un vrai problème. C'était la bonne solution pour le bon problème. Après ça, tu sais, est-ce qu'elle est bien faite, la loi? Ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce que ça répondait bien au problème? Oui, tu sais, c'était pas un projet de loi qui était si farfelu que ça, finalement. Fait que oui, parce que à partir du moment où on met la responsabilité sur les gens qui ont le pouvoir dans la situation, ben là, c'est là qu'on commence à régler les problèmes. Là. Même chose pour... il y a un nouveau débat, mais là, je sais pas si tu veux intervenir là-dessus avant que je change complètement de sujet, là. J'allais juste dire que il y a NERC qui existe en électrique. On voit quand même des attaques. Il y a TSC pour le gaz et l'huile, oil and gas. Et il y en a quand même des attaques. C'est un moyen d'assurer une certaine baseline. Mais après... avant tout, c'est ça. La conformité, c'est un baseline pour tout le monde pour s'assurer justement que ça ne devienne pas chaotique, problématique. Ouais. Puis d'éviter le pire. Mais c'est sûr qu'effectivement, ça n'empêchera pas les attaques de devenir pareilles, ça n'empêchera pas demain matin la Russie de nous envoyer un DDoS. Ça, on ne l'empêchera pas, puis c'est un des points valides. C'est juste que plus qu'on évolue, plus qu'on devient en niveau de maturité, ben, exemple comme NERC, qui est un très bon exemple dans le monde de l'énergie,
il va toujours avoir plusieurs degrés aussi de certification puis de conformité que, ben, rendu là, c'était nous. Moi, j'appelle, comme je l'ai dit tantôt pendant ma conférence, c'est un niveau de paranoïa qu'il faut décider. Il faut quelqu'un qui est en charge, qui a la responsabilité, que ce soit d'une entreprise, que ce soit d'un gouvernement, prenne une décision de mettre une politique en place ou une loi, puis ils décident, ben, le niveau de paranoïa que nous, on veut vivre avec, que notre société est d'accord, c'est ça. Puis c'est un petit peu ça le but, finalement, d'une conformité. Je vais aller plus loin sur le volet, parce que là, on parle de deux choses. La conformité, c'est les entreprises. Le cadre professionnel, ça en a un autre. Puis ça, tu es probablement le mieux placé pour ça, parce que tu as parlé de NERC, mais en même temps, tu es un ingénieur. Fait que tu as un cadre professionnel qui te régit. Et là, on a deux choses qui ne sont pas exactement la même, parce que NERC, c'est pour l'industrie, mais ton cadre professionnel, ton ordre d'ingénieur, t'oblige à un certain professionnalisme et à des règles très strictes qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Là. Oui, malheureusement, je ne suis pas dans l'ordre. Oups! Sorry. Donc, je vais le dire, vu que tu m'as appelé ingénieur, je ne vais pas avoir de problème, je ne suis pas dans l'ordre. Donc, je suis un bachelier en ingénierie. Une bague au doigt, désolé. Non, ben là, j'ai la bague, mais quand même, tu peux faire partie de l'ordre et être ingénieur. Donc, je suis bachelor en ingénierie. Mais effectivement, mais tu vois, on amène un autre débat si on part sur ça, parce que la cybersécurité et l'ordre des ingénieurs, c'est très loin. Hein? C'est un monde rapport. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a aucune information sur ça. Fait que c'est sûr que ça pourrait être intéressant pour amener un professionnalisme, assurer que je fasse les bonnes choses, puis que aussi simple que de ne pas pigner, mais... Avant d'être rendu à mettre un ordre professionnel, il va falloir mettre des vraies formations que tout le monde peut suivre, parce que là, c'est un petit peu disparate, là, les formations que tu peux aller chercher en cybersécurité. Quand il va y avoir des vrais programmes avec, puis ça va être rentré dans les universités, puis tout ça, là, à ce moment-là, on pourra parler d'ordre professionnel, mais on est vraiment loin de ça. Là. Mais dans un monde idéal, effectivement, ça va être une partie de la solution, ça va être ça. Puis après ça, l'autre partie, ben, ça va être les lois comme on a mis en place. Mais c'est pas mal le temps de prendre le virage, pas d'attendre trop tard, parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va être compliqué. Hein. Il paraît qu'on n'a plus besoin de développeurs parce que l'intelligence artificielle va faire toute la job. Il paraît que... Donc, c'est le temps de se poser, parce que sinon, on va faire que d'amplifier le problème. Il manque des talents. Comme il manque des talents, ben, on va prendre la première personne qui est capable de parler un peu intelligemment de cybersécurité, puis qui va faire des pings dans le réseau OT parce que c'est cool. Et on va avoir de plus en plus d'accidents de l'interne. On n'a pas besoin des méchants à l'extérieur. On va se créer nos propres problèmes si on ne fait pas attention. Donc, c'est pas mal le temps peut-être de se dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à structurer la formation pour qu'on ait un vrai cursus? Comment on fait pour avoir une vraie sensibilité par rapport à ça? On a, en TI en général et en cyber en particulier, on a toujours été très résistant à cette forme d'ordre professionnel qui vient encadrer. Puis là, il y a le débat, puis je ne me positionne pas dans le débat parce qu'il y a des arguments des deux côtés, mais on revient toujours au fait où on devrait accepter qu'on est rendu une profession mature. Et donc, comme profession mature, on vit avec des règles qui sont inhérentes avec cette profession mature. Tous les autres professionnels viennent nous encadrer. On a tous des codes d'éthique, on a même dans nos emplois, on a des codes d'éthique, on a des règles, justement parce qu'on vit en société, on vit avec les autres. Donc, de ces règles-là, il faut voir, puis je ne suis pas tant d'accord le fait qu'on n'est pas prêt à avoir un autre professionnel en cyber. Au niveau académique, OK, c'est encore flou ce qui se passe là. Puis, ça va du genre, moi, je gratte du papier à moi, je vise des affaires de l'autre côté. Fait que c'est très vaste, mais l'ingénierie est un sujet aussi très vaste et on a réussi à le cadrer. Fait que je pense qu'on a la capacité d'y arriver, mais je pense je ne sens pas la volonté d'y arriver. Puis, puis en tant que domaine, on résiste. Là. Je veux dire, on n'aime pas ça. Là. On va se faire contrôler. J'aime pas ça. Mais la réalité, c'est comme ça qu'on vit, tout ça. Puis là, j'ai un Frank là, qui tripping, là, fait que je vais le laisser. Ou David. Les deux. Oui, nous, on a ouvert un centre de recherche au Canada parce qu'il n'y avait pas de règles. OK, principalement, c'est des chercheurs en vulnérabilité, principalement des bug hunters. Il n'y a pas beaucoup de PhD, il y en a, là, mais pas tout le monde. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait ça aux États-Unis, parce qu'il y avait trop de règles. Donc, on a fait notre... Donc, si tu amènes plein de règles,
Je trouve ça très drôle de dire qu'aux États-Unis, il y a plus de règles qu'au Canada. Oui. Celle-là, là, je pense que ça va faire exploser les Américains moyens. Là. Non, on a déménagé, on l'a fait à Toronto. Puis là, on est en train de fermer la place physique parce qu'il n'y en a pas un qui se présente, là, même si on paye la bouffe. Là. OK, mais ça, c'est une autre chose. Mais tous nos chercheurs sont ici, puis même dans la région de Montréal, on était 30 quand moi j'étais chercheur. Puis je ne savais même pas qui était là. Je pensais que j'étais seul au Québec. Puis, on s'est vu dans le meeting annuel aux Philippines. Hey, t'étais sur le même vol que moi, toi. Puis, Air Canada. Ben oui. Fait que. Ouais. Donc, c'est ça. Si on fait des règles ici, je vais peut-être être obligé de déménager dans un endroit plus permissif, comme mon groupe de Prague. Ils sont plus permissifs à plein d'égards. Mais ça, je vais ouvrir ça puis je vais vous poser la question parce qu'on est capable, à mon avis, de faire les deux, de vivre dans un contexte réglementé de façon générale, mais de permettre la recherche. J'aimerais ça vous entendre. Peut-être vous êtes plus proche de ça. Là. Exact, mais c'est ça que j'allais dire en fait, c'est que quand tu mets les règlements, le cadre législatif en place, tu permets la recherche, là, c'est sûr, là, parce que sinon, il faut que tu donnes accès aux bonnes personnes pour faire ça, mais après, c'est sûr que si on interdit ça, ben là, je connais pas la loi aux États-Unis, mais c'est vraiment contre-productif, en fait. Là, si on arrête d'avoir des informations puis de documenter ça, on régresse. On a un chercheur qui s'est fait ramasser à l'aéroport par le FBI. Aussitôt qu'il a mis les pieds aux États-Unis, quand il a montré sa vulnérabilité. Donc, c'est pour ça qu'on maintient ça au Canada, puis en Europe, à Prague, en République tchèque, parce que c'est plus permissif. Puis, malgré que notre ZDI, notre groupe est basé à Austin, au Texas, mais les chercheurs, il y en a là, mais la majorité des bug researchers sont ici et là-bas parce que c'est plus permissif, et en Asie, bien entendu. Oui, ben c'est ça, je suis d'accord avec ça. Puis si on a dans cette réflexion-là, c'est qu'on va arrêter la recherche en nucléaire, on va arrêter la recherche en biomédical, on va arrêter la recherche en plein de choses si on est dans cette mouvance-là. Fait qu'il faut faire attention aussi dans comment on fait, parce que si on empêche la recherche, ben on empêche le fait d'être une place. Puis je trouve ça sharp que le fait qu'au Canada, on ait un avantage concurrentiel face aux Américains. Là. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir de savoir ça. Mais il faut l'encadrer. C'est-à-dire que les chercheurs, c'est une chose, mais moi, comme professionnel, si je commence à m'énerver et à aller casser un site, mettez-moi en prison parce que j'ai pas d'affaire à faire ça. Moi, parce que je suis pas dans un contexte de recherche, je suis pas dans un univers comme ça. Là, j'ai commis un crime réel et c'est de baliser correctement. Là. Si ça prend juste une licence ou un permis, ça, c'est correct. Mais si ça prend un pedigree, parce que c'est pas tout le monde on a des talents qui n'ont pas de diplôme en ingénierie ou même pas un bac en informatique, qui génèrent énormément de bugs. Donc, on peut pas Donc, ça prendrait quand même une licence comme un permis de chasse. Hein? Oui, ben, j'aime bien l'idée, mais tu soulèves le fondement même du problème qu'on a de se donner un ordre professionnel en TI. C'est parce qu'on a tellement un vaste éventail de gens. Là, tout le monde se sent exclu parce que X ou Y, puis à ce moment-là, on n'est pas à bonne place. Ça. Mais c'est pour ça que je nommais tantôt, avant d'être rendu à l'ordre professionnel, ben, il va falloir avoir les formations en place. Comme ça, tout le monde qui sort de là sont légitimés par avoir ce permis-là. Donc, ça simplifie. Je voudrais pas être le clown de service ce soir, en fait, mais quand même, là, ça va être drôle parce que on dit toujours que c'est le bipède qui est évidemment l'erreur devant à chaque fois au travers des virus, des malwares. Enfin, moi, ça fait depuis 1986 que j'entends ça. Donc, tout ce que vous me racontez, ça fait 40 ans que je vis de l'informatique et tous les 10 ans, c'est les mêmes roues, on dirait, tu sais, le film sans fin. Donc, mais alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en même temps, les gens sont jamais les mêmes. Donc, par exemple, vous me parlez d'ordre. C'est génial. En France, j'ai chance d'être pas français maintenant, je n'y suis plus, canadien, mais franco-canadien. En France, l'ordre des ingénieurs, c'est d'être génie. C'est les génies. Aux États-Unis ou en Angleterre, l'anglo-saxonne, que ce soit en Australie ou que ce soit évidemment, c'est engine. C'est vraiment les ingénieurs de gestion de moteur en tant que tel et non de génie. Donc, quand tu es un ordre de génie, à moins que tu sois dans une lampe, c'est bien ta sécurité là, tu es dans une lampe et que tu sors de génie, l'ordre de génie n'est pas le même dans l'ordre évidemment d'ici. Donc moi j'ai un des potes, ingénieur français qui est arrivé ici, qui a voulu aller rentrer dans l'ordre ingénieur québécois. Impossible, c'est pas la même manière de faire sur le bloc principal.
C'est comme les problèmes de médecins où évidemment le sang il doit être vert aux États-Unis, rose au Canada et sûrement noir en France, là, parce que en fait les mecs qui savent s'opérer, le cœur doit être en bas ici, à mon avis, pas être en haut. Enfin bref, il nous faut toujours refaire les choses. Et quand mon fils se lance aussi en PhD et quand je vois la notion pour changer la science, encore une fois, comme disait Coluche, la différence entre un ingénieur et un train, pour une fois que je vais le dire devant tout le monde, bah c'est que le train, lui, quand il déraille, au moins il s'arrête. Allez, ça c'est fait. C'est violent, moi j'ai rien à dire là-dessus. Mais Dominique, t'as l'air d'avoir quelque chose. Moi, j'essaie de suivre toutes les discussions et c'est clair que il faut quand même, sans baliser le terrain, puis d'avoir des règles très drastiques, puis que ce soit accessible qu'à une élite, quelle est la bonne façon de faire, le bon niveau. Puis je pense qu'il faut rester aussi optimiste dans l'avenir, parce que souvent, quand on est pas mal avec des gens de cybersécurité, on a l'impression de finir en réunion d'alcooliques anonymes, parce qu'on raconte toujours nos mêmes problèmes à un moment donné, nos mêmes soucis. Alors oui, on met un peu de bière pour histoire de donner du contexte, mais comment est-ce qu'on fait pour être optimiste? Comment on dit, OK, comment on prend le virage? Quelle est la bonne idée qui est à donner plutôt que d'aller souffler, arrêtons les gadgets et les bidules électroniques? Comment est-ce qu'on donne la bonne idée pour dire, voilà ce qui paraîtrait intéressant, voilà comment ça pourrait intéresser les gens, puis la relève à se positionner correctement et pas juste en regardant la vidéo TikTok qui dit hey, c'est cool, on peut le faire. Comment on a cette vocation-là, comment on se donne cette vocation-là, cette mission-là en renouveau de cybersécurité? Moi, je pense qu'il faut partir là. Je prends la question parce que je trouve que ça tombe bien un petit peu dans ma cour là. La cybersécurité, c'est bien, hein, mais ça reste très très limité. Et il faut aller en effet plus loin et accepter le fait que tu as beau avoir la plus belle sécurisation dans tes systèmes, à un moment ou à un autre, tu te le feras péter. Donc ça veut dire qu'il faut aller plus loin que ça. Et donc là où il faut aller, c'est dire, OK, une fois que je suis pété, comment est-ce que je fais pour maintenir mes activités? Là, on arrive dans la cyber-résilience, dans la résilience tout court, dans la continuité d'activité, etc. Donc moi, à mon avis, sur la réflexion à avoir, c'est dire, OK, cybersécurité, c'est la porte d'entrée, etc. Là. Mais il faut tout de suite penser à plus loin. Parce qu'il n'y a aucun doute, là, avec le contexte international, puis je vais être encore pessimiste, mais avec le contexte international, je donne moins d'un an à ce qu'on se fasse péter sérieusement avec des pings, avec des Nmap pour les industries et avec d'autres choses dans les systèmes bancaires, etc. Donc, il faut penser tout de suite à dire, OK, qu'est-ce que je fais après m'être fait péter? Et ça, ce que je constate, moi, quand je vais voir les clients, là, c'est que on investit énormément d'argent dans la cybersécurité, à juste raison. Et quand il est temps d'investir de l'argent sur de la cyber-résilience, là, il n'y en a plus. Ou alors peu. Ou alors on fait vraiment, en fait, du gadget pour dire qu'on fait quelque chose, quoi. Et c'est là où, à mon avis, il faut vraiment réfléchir sur après la cybersécurité. Plus loin que la cybersécurité. Et ça, il n'y a personne qui est vraiment prêt par rapport à ça aussi. Ça me fait penser à la première et la troisième conférence où il parlait de partenariat. Trop souvent, il y a un je suis consultante aussi, là, ça nous arrive, mais on rentre dans une entreprise, on fait un certain mandat, puis après on part, puis on va à l'autre. Il y a des informations qu'on a, puis qu'on pourrait aider, qu'on pourrait faire, mais qu'on passe à un autre. Le manque de partenariat, le manque de vision, le manque de stratégie, même sur le TI, pas juste Théo, je pense que c'est pas là. Puis ça, il faut essayer d'aller chercher cette substance-là sans devenir trop ésotérique dans la vision et la stratégie, mais ouais. Fait que le Secure, ça fait partie de la solution. Parce qu'on transmet nos passions. C'est bon. C'est excellent, c'est excellent. Merveilleux, j'aurais pas fait mieux. Ben oui. Non, mais c'est essentiel, participer. Je dis ça, là, s'informer, c'est déjà sécuriser. Et puis, il y a des gens qui partent tellement de loin que s'informer, c'est de sécuriser. Venir, animer la communauté, en parler, réfléchir, avoir des idées. Après, vulgariser. Pour monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est ça, puis on revient sur le point de Dimitri, le fait de... On balance sur la tête des gens Flipper 0, puis là, je veux dire, tout le monde est inquiet. Là, là ça devient... Mais c'est très drôle parce que, si on regarde d'un point de vue anthropologique, on a commencé à parler des extraterrestres chez les... C'est très drôle parce qu'on regarde ça. Du moment qu'on en a commencé à parler dans les médias, les gens commençaient à se faire enlever par les extraterrestres. Mais avant qu'on en parle dans les médias, ça n'existait pas.
Fait que c'est une invention sociale dans laquelle on se fait. Et le Flipper Zero est une belle représentation de laquelle on a quelque chose pour s'accrocher notre angoisse. Puis là, pouf, on s'est accroché. Puis là, c'est malheureux pour la personne que Dimitri parlait parce que là, elle est allée jusqu'au geste extrême de changer de place parce que ça se sentait pas en sécurité. Et sécurité, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Là. Fait que c'est pas un objet, ça. Fait que de désécuriser les gens, de les envoyer dans une zone comme ça, nous, on doit faire l'inverse. Le Sécu est une belle plateforme, le Polysécure aussi, parce qu'on va rediffuser dessus. Justement, de réussir à véhiculer ce message-là, mais aux autres, pas à nous. Puis c'est ça qui est difficile. Entre nous, on a du plaisir, on rit, on prend une bière, on dit « Ah, man, j'ai pété telle affaire. » Mais le réel, là, c'est les autres. Puis comment nous, on fait avec les autres? Il y a plus de monde dehors que dedans, là. Donc, on peut ouvrir les portes, venez, c'est à l'hôtel classique. Et demain, il y aura encore des bonnes conférences. Fait que... Ben, ceux qui sont à la maison, venez nous voir. Non, mais tu sais, ma mère, aujourd'hui, elle n'aurait pas eu de plaisir, là, assise dans la salle, là, elle aurait juste pas suivi rien, tu sais. Fait que peut-être il y a ça aussi, c'est la responsabilité de toutes nous ici d'intervenir juste pour rectifier puis à éteindre un peu le feu là, quand on se met à paniquer sur une affaire que finalement, on a tout compris tout croche, tu sais. C'est d'intervenir, c'est d'être là, c'est, tu sais, faites-en votre responsabilité, là, on est toutes là-dedans, là, on est toutes ensemble. Fait que ça c'est numéro 1, là, intervenir quand il faut. Pas laisser ceux qui disent n'importe quoi intervenir à notre place, faisons-le. Puis après ça, ben c'est ça, c'est de partager notre passion, puis de communiquer tout la vérité, finalement. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de responsabilité tout à l'heure, là. Je pense que ça aussi, la responsabilité concerne tout le monde. Et on s'aperçoit que de plus en plus, les gens sont déresponsabilisés parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des tas de choses, des informations qui passent en disant bah, tout est sécuritaire, machin, etc. Mais la première des choses, c'est en permanence de remettre en question en fait l'information que l'on acquiert. Surtout maintenant avec les fake news qu'il y a plein partout. Là, je veux dire que au niveau cerveau et conscient intellectuel, on est en pleine baisse par rapport à ça. Et le niveau de réflexion et de contrôle, on l'a de moins en moins. Donc ça, pour moi, je pense que la responsabilité de chacun doit être aussi la norme. Parce qu'on ne peut pas seulement se reposer sur les autres, sinon on fait une erreur énorme. Un exemple, par exemple, sur le MSP, la sécurité publique. Dans le MSP, la sécurité publique, il y a des articles qui disent que clairement, tu dois avoir 72 heures d'autonomie en cas en fait de problème, de désastre écologique ou quoi que ce soit. Tu dois être autonome pendant 72 heures. Qui dans la salle est au courant que c'est une obligation d'être autonome pendant 72 heures? Parce que tu me l'as dit. Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Un texte d'urgence. Puis ils ont interdit les feux, tu sais, les foyers là, en tout cas à Montréal. Là, je pense qu'à Québec, c'est bientôt. Ouais, c'est ça. On a interdit les foyers. Maintenant, on détruit nos cheminées puis tout, ce qui nous empêche de pouvoir de garder une certaine autonomie par rapport à ça. Donc là aussi, c'est de la responsabilité de chacun de regarder, OK, s'il m'arrive quelque chose, comment est-ce que je fais pour être autonome? Comment est-ce que je fais pour être sécuritaire, etc. Il ne faut pas seulement se reposer sur l'État, parce que l'État est souvent défaillant par rapport à ça, là, ou ne peut pas agir en conséquence. Donc, ça revient à la responsabilité de chacun. Et ça, là, on l'a perdu depuis un certain nombre d'années, là, de dizaines d'années, là, et c'est très, très difficile de le faire comprendre, en fait, à chacun. Donc, tant qu'en effet, on ne dira pas les choses telles qu'elles sont en disant, hey, il y a un moment ou un autre, vous allez être dans la merde, préparez-vous, là, ben, on restera toujours avec des gens qui vont se dire, ouais, mais de toute façon, l'État est là pour moi, il y a des spécialistes en cyber, etc., qui font le travail, etc., j'ai pas à m'inquiéter. Et en fait, on arrive dans une utopie complètement irréelle. Oui, mais là, à chacun sa spécialisation aussi. Là, mon garagiste, il n'a peut-être pas le temps de faire autant de recherches que moi sur les informations qu'on me passe. Fait il faudrait peut-être aussi réfléchir aux outils qu'on leur donne pour le faire. Là, parce que... Ouais, ça, bien sûr, c'est de la sensibilisation. Mais je veux dire, cette sensibilisation, plutôt que de faire des pubs pour la bière ou des choses comme ça, là, on peut peut-être faire une pub sur dire, hey, les amis, là, préparez-vous au cas où. Il y avait le ministre, canadien de la Santé, lorsque la pandémie est arrivée, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, elle avait dit, attention, commencez à faire du stock de bouffe chez vous. D'accord? C'est pas le papier de toilette? Les papiers de toilette, ça a été dans un second temps. Mais je crois pas que c'est la ministre qui a dit ça. Je pense que ça l'a un peu raté, cet élément-là. Ouais, ça n'a pas été... Je pense que... Donc là aussi, en effet, la sensibilisation, c'est super important, mais ça ramène en fait à la responsabilité. C'est-à-dire que
On n'a qu'à voir la sensibilisation sur la cybersécurité. Franchement, c'est pas toujours super efficace. Nombre de personnes qui cliquent 10 fois alors que tu leur dis non, faut pas cliquer. Oh, je suis curieux. Puis mon PDG, il m'a donné les vacances aux Baléares. Donc, en effet, ton garagiste, il faut qu'il soit informé. Après, c'est à lui aussi de faire les démarches pour être opérationnel par rapport à ça. On peut pas tout le monde prendre par la main et puis dire, viens, on va vraiment t'expliquer. Et prends-toi aussi par la main. Mais il y a un défi très important dans ça, puis je pense que le confinement nous a donné à quel point, l'État n'est pas capable de communiquer. Ça, ils nous ont clairement démontré qu'ils ne maîtrisent pas cet élément-là, puis justement, tu mentionnais, ils ont peur de faire paniquer les gens, mais en même temps, ils ne sont pas capables de faire préparer les gens. On est comme dans l'entre-deux. Puis effectivement, mon garagiste ou même mes parents, à la limite, aussi, j'aime beaucoup utiliser mes parents dans cet exemple, pauvres autres, n'ont pas à connaître, à savoir comment, dans le cas du Flipper Zero, si on revient à ce qui a initié la conversation, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mène dans leur vie. Fait qu'il faut commencer à leur mâcher. Puis, je sais pas, je sais que ton collègue l'a fait dans les nouvelles, c'est difficile de réussir à ramener l'information dans un contexte digeste pour les autres. Puis c'est très, très difficile. Puis en plus, entre nous, puis ça, on en avait parlé, c'est qu'on va juger entre nous. Non, mais t'as pas vu le nono qui a parlé aux nouvelles, il a pas vraiment dit les vraies affaires, mais là, il connaît pas vraiment ça. Fait qu'on est même pénalisé par notre propre collectivité. Oui, mais c'est parce qu'il y a aussi qu'ils nous prennent pas. Là. Combien de fois ils m'ont contacté, puis j'ai dit, il y en a pas de problème, ça marche pas de même. Puis finalement, tu sais quoi, c'est pas moi qui ai passé aux nouvelles ce soir-là. Parce qu'on aime ça quand quelqu'un... Là, on me niaise dans la salle, là, c'est malade, là, j'adore ça. On l'alimente. Non, c'est elle qui gère le sécure. La majorité, en plus, moi, je suis juste... Allez, Frank. Non, j'en parlais à Martin à l'instant, là, je vous écoute depuis tout à l'heure et surtout ce qu'a dit Alexandre. Puis là, je vais revenir vraiment sérieux sur un point précis. Là. Alors là, on va pleurer. Ouais, on va pleurer, on va essayer. Mais au-delà d'être sérieux, ce qu'a dit Andréane sur le fait que sa grand-mère n'aurait rien compris. Moi, ma mère, c'est une cliqueuse folle aussi. Ma femme, le tout est fait. Il a fallu sur 34 ans que je crois que je passe à peu près 22 ans pour qu'en fait, elle y accède. Le password day dans ma famille, ça a mis du temps. Mon fils, il a fallu... mais là, maintenant, il n'en fait plus autrement. Parce que quand tu te fais un peu avoir, c'est le cas. Mais au travers du garagiste, au travers des points, le problème, c'est la charge et le fardeau social qui est donné par l'État. Le garagiste, là, il faut qu'il paye son salaire. Il y a sa femme qui l'a sûrement emmerdé peut-être la veille. Le gosse qui n'a pas été bon. Vous savez, c'est la blague de Coluche qui fait j'ai perdu mon emploi, ma sœur et machin. Je viens d'apprendre que mon frère est passé fille. Puis je viens d'apprendre que j'ai perdu mon truc. Pourquoi vous mettez vos chaussures à 37, vous faites du 42? C'est mon seul plaisir ce soir quand je vais les enlever, en fait. C'est la blague du truc, là. Je sais pas si cette blague est comprise. Dominique aussi s'est fait servir sur un plateau. C'est ça, sur un plateau. Sur un plateau. Allez, on le voit. Trop fort, Marie-Ève, trop fort. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'après, si c'est pas naturel, comme on le disait avec Martin, si ça devient pas un instinct, on dit qu'il faut presque 10 000 heures pour devenir expert. Un PhD, si c'est pas ça, il doit reprendre et amener quelque chose à la science. Si on leur fait faire 7-10 ans d'études, c'est pas pour rien, c'est qu'il doit changer un module au travers de la science. Et ça, il n'y a pas le choix pour le changer, il faut travailler à faire énormément d'heures pour pouvoir le faire. Si on prend évidemment des gens classiques, le type qui a levé le pain ou chacun qui là se lève pour aller manger son super bout de pain qu'il a acheté au boulanger, mais lui, il s'est levé à 4 heures, à 3 heures, il a ses problèmes de paiement de charge, il a ses problèmes avec sa famille, il a ses problèmes avec ses autres familles, avec sa belle famille souvent, et il peut avoir d'autres problèmes à se dire, merde, j'avais aussi ma voiture à faire réparer, puis là, ma femme ne peut pas y aller, des problèmes de santé, j'en parle même pas, parce que là, si on embarque là-dedans, c'est en voir. Pour une maladie chronique, je peux vous dire ce qu'il en est. Donc, tout ça génère qu'on a beau après la jouer, ouais, mais nous, on est cybersécurité. Wow, c'est le fun. Les mecs, on est trop forts, là. Faut qu'on apprenne des leçons de morale à tout le monde, là. C'est ça qu'il faut qu'on enlève. C'est là où je suis d'accord et je rejoins absolument Nicolas, mais c'est là aussi je dis à Martin sur le fait que si on ne trouve pas nous-mêmes un moyen de faire que monsieur et madame Michu, la grand-mère, le garagiste de Andréane, mon boulanger ou quoi que ce soit puisse aussi avoir un minimum sans passer par des cours d'études ou passer 10 heures dans une journée ou repasser 5 heures le week-end en disant « Fais quoi chérie ?» Et ben là, je lis la loi 21, là, puis on m'a dit Andréane m'a dit qu'il fallait que j'apprenne aussi le truc pour faire le two-factor, mais je sais même pas ce que c'est qu'un two-factor en plus, là.
C'est ça qui marche pas. Et en fait, à cause de l'État, à cause de l'étatique, ils prennent ça. Donc, on va mettre après des poudres aux yeux pour faire à la place du panier bleu le flipper 0. Puis si c'est pas le flipper 0, regardez sur LinkedIn. On fait un flipper 0 le matin à 9h, mais déjà à 5h du soir, il est déjà à la 20e page. On n'a même pas le temps de digérer. Donc, même nous, on n'a pas le temps de digérer en faisant 24/7. Comment un commun des mortels peut digérer quoi que ce soit? Et je parle pas des fake news, et je parle pas de trucs comme on fait aux États-Unis pour aller élire un président qui va être en prison. Enfin, tu sais, tu te dis, allô, on marche sur la tête là. C'est comment qu'on fait pour digérer, parce que c'est pas le tout d'apprendre. C'est comment on fait pour le digérer et le mettre en pratique. Tu vois le garagiste qui te dit, non, moi, laisse tomber. Tout facteur, moi, vas-y. Mais en plus, tiens, regarde, j'ai même ma clé Ubiquiti pour faire mon PC, pour te faire ta facture sur ta petite voiture. mais même en plus, parce que le T'es sûr problème, que t'es on garagiste, les là? traite de cons en plus, ces gens-là. On dit, on gang d'imbéciles, qu'est-ce que vous faites? Puis d'autant plus notre problème, on les dénigre. Ces gens-là qui n'appliquent pas, C'est ça. qui n'ont pas le temps de Mais se tu peux pas le s'informer. dénigrer, il est en train de te nourrir. Est-ce que toi, t'as mis les mains dans le moteur pour réparer ce qui vient de te réparer? Moi, je suis incapable. Je sais comment ça marche, mais j'en m'en fous de savoir comment le moteur est fait. Quand j'amène ma Mitsubishi, quand il me la rend, faut que dès que je mette la clé, ça tourne. C'est pareil. Je vois pas pourquoi ça serait pas naturel dans l'autre sens. Et tant qu'on ne prendra pas nos responsabilités de faire que ça doit être constructif, on doit arrêter de râler. C'est bon, les gars, on a gagné la guerre. Ils ont compris, ils sont dans la merde. Vous n'êtes pas fait hacker, c'est que vous le savez pas encore. Ce que tu as voulu dire tout à l'heure, Alex. Ok, très bien. Mais maintenant qu'on est colère ou qu'on a passé notre frustration, il faut passer dans l'autre partie. C'est de dire qu'est-ce qu'on amène, nous, maintenant, comme réellement contre-mesure pour pouvoir le faire. Pas le tout de râler et de réexpliquer, sinon c'est même plus alcoolique anonyme, c'est chichon anonyme, on fait toujours le truc, là, tu sais. Ah bah c'est des vieux rabat-joie. En fait, on va passer pour des vieux cons rabat-joie à dire t'as pas fait ton two-factor, qu'est-ce que t'es con. C'est bon, montre-moi-le alors. Arrête de râler. C'est ça qu'il va falloir arriver à faire. Et ça, je pense que si on n'y arrive pas, bah là, on aura cette discussion dans 10 ans et André en aura pris 10 ans. On va se répéter, aussi, je le disais, on sera en retraite et voilà. on perpétue notre problème. Puis on C'est ça. perpétue notre travail à ce Notre moment-là. problème n'est pas le problème de eux. Notre problème est de dire comment on peut trouver constructivement quelque chose qui permet d'être naturel pour ça. Il n'y a pas besoin de cadre. Il y a besoin de bonnes pratiques. Ouais. Le problème, c'est, vous savez, les franciscains ont interdit au niveau catholique d'apprendre la lecture parce que si les gens étaient cultivés, ils n'auraient pas évidemment fait. C'est ça le problème du catholicisme. On dit que le catholicisme, les prêtres n'ont pas le droit d'avoir des femmes. Mais c'est en 1139, j'adore l'histoire, hein, Parce en qu'ils ne voulaient pas 1139, payer. quand évidemment, en 1139, les prêtres ont vu que là, le Vatican s'est dit, mais attends, t'as quoi là? T'as récupéré un château, une terre? Ouais, c'est à moi, bah, j'étais marié avec une femme, mais elle est morte avec le truc, bah, là, j'ai récupéré le tout. Hop, non, on arrête là. Non, bah écoute, on va se dire là maintenant que c'est chasteté, les gars. Quand ça vient à l'église, ça reste à l'église. C'est ça le problème aujourd'hui. Puis ça, c'est mis partout dans les Larousses. Hein. Mais ça revient à ce qu'il disait, à qui ça sert? À qui ça sert? Donc, c'est toujours une question de pognon, c'est toujours une question d'État, une question d'esbrouf. Mais ça n'arrange pas le kidam moyen qui sont vos sœurs, vos frères, vos trucs. Parce que le chinois, de l'autre côté, comme j'explique, à Shenzhen, il met son putain de costard. Et lui, ce qu'il va faire demain matin, là, c'est un ransomware pour nous faire chier parce qu'il a aucune règle, aucune limite. Et que lui, son but, c'est comme les Navy Seals, improviser, s'adapter, dominer et vous péter la tête. Bisous, au revoir, terminé, ciao, bonsoir. Et nous, on n'a que des règles à faire. Ouais, là, tu as fait référence à Martin. J'aimerais ça que Martin vienne, justement, peut-être débattre son point. Non, il fait son timide. OK, il se défile. Je vais laisser Dominique continuer. Non, il a raison. Ça me fait penser à quelqu'un qui posait la question, as-tu passé ta soie dentaire? Ah, oui, celle-là, ouais, ça, au bicède, ouais, ça, qui avait été réutilisé par Olivier, d'ailleurs, c'est cette histoire de dentiste, maudit dentiste, qui communique pas bien son message. Tu sais, on va tous chez le dentiste, puis j'aime beaucoup cet exemple-là. J'aime ça, tu me lances dans le trafic, là. Je te lance sur le bus. Direct de même, sans avertissement. Mais ce que j'avais mentionné, c'est l'exemple, c'est que quand on va chez le dentiste, il est là, il nous dit, oui, tu devrais te brosser les dents genre 30 fois par jour, passer la soie dentaire, genre 6 fois, puis genre 6 fois de suite, puis genre 3 fois, peut-être à la faire, puis genre t'es un mauvais humain parce que tu l'as pas fait. Mais là, t'es juste un dentiste, à dire, oui, quelqu'un qui me fait ça, c'est calme-toi, là. Non, mais attends, là, tout doux, là, fais-tu, toi, tu passes ta soie dentaire genre 6 fois par jour, puis genre te brosser genre après chaque fois que tu respires. Là, maintenant j'ai une vie, maintenant j'ai des choses à faire, maintenant j'ai une réalité, maintenant j'ai des choses. Peux-tu me communiquer ton message
qui est cohérent face à ma réalité. Puis, tu sais, pas spécifique à la mienne, mais de façon générale. Puis c'est un peu ça aussi notre problème. On communique comme des dentistes. T'sais, on leur dit, ouais, t'avais telle affaire, non, t'es pas bon, ça, t'es un mauvais humain si t'as pas ton tout effet. Je dis, ouais, mais là, calme-toi, là, c'est un peu. Puis on a le même problème que on communique aussi bien qu'un dentiste, puis probablement que ça doit faire aussi désagréable d'aller nous parler que d'aller chez le dentiste. Fait que c'est peut-être pour ça que les gens ne parlent pas. Là. Pour une communication qui est correcte, il y a un émetteur, un récepteur, et puis pour que le message passe bien, il faut qu'il soit bien émis et qu'il soit bien reçu. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a deux acteurs. Celui qui va construire le message, et il faut qu'il le construise pour qu'il soit compréhensible par la personne qui va l'entendre. Et la personne, il faut qu'elle comprenne ce que l'autre dise. Donc ça veut dire qu'il faut s'accorder sur les façons de parler, etc. Donc la vulgarisation, ce genre de choses-là, etc., c'est évident. Moi, ce que je constate, ce qui fonctionne le mieux vis-à-vis en fait de mes messages que j'essaye de passer sur la compréhension, là, c'est les mises en situation. Et ça, il n'y a rien de mieux qu'une mise en situation en disant, place-toi dans le fait que demain, tu n'as plus ton informatique, qu'est-ce que tu fais ? D'accord ? Et là, c'est pas juste un message hypothétique en disant tu vas perdre ton informatique, des hackers, des machins, etc. Utiliser plein de techniques, de mots techniques, mais c'est simplement de remettre la personne dans ce qu'elle va vivre. Donc là, par rapport à ça, elle va tout simplement se mettre en position et puis se dire bah oui, si j'ai plus mon informatique, voici tout ce que ça me génère. Et le fait qu'elle-même le comprenne, bah, ça lui permet de se dire ah oui, ça peut être impactant par rapport à ça. Donc je pense qu'en termes de communication, plutôt que de faire des longs discours sur la théorie, des machins, etc., là, le mieux, c'est de faire vivre à la personne. Un des exercices que je fais faire, typiquement, c'est allez, pendant une matinée ou une journée, tu coupes l'électricité chez toi et tu regardes comment est-ce que tu fonctionnes. Je vous garantis qu'il y a certaines personnes, après une journée, elles se disent ah oui, c'est problématique quand j'ai plus d'électricité. Bah oui, c'est ça la vie en fait. Donc on vit dans un confort, c'est super bien, mais remets-toi sur l'arrêté quand tu as plus en fait tes commodités. Tu peux faire la même chose avec les toilettes. Tu peux plus aller aux toilettes, etc. Là, ça devient beaucoup plus en fait problématique. T'as plus de papier, t'as plus d'eau. On l'a vécu, plus de papier toilette pendant le confinement. On a eu un test réel. Ça, parce que tu n'en as pas acheté. C'est moi qui ai acheté moi, j'en ai beaucoup. Là. T'en as beaucoup aussi? Ouais, non, moi, je suis faire des échanges de papier toilette. Ouais, moi, je suis plus du côté survivaliste. C'est ça. Bon, bref. Donc, c'est pour ça qu'en termes de communication, oui, en effet, c'est pas tout de dire c'est de la faute des autres, il faut qu'ils se bougent pour être bon, pour comprendre les choses, etc. Le message doit se faire dans les deux sens. Et moi, ce qui fonctionne vraiment, c'est les mises en situation. C'est ça qui fonctionne le plus. Bon, Dimitri. Excellent, Alexandre. C'est des discours sur la résilience qui sont super intéressants. Comme certains savent, j'habite sur une petite île au milieu du Pacifique. Puis je suis en visite ici. Là. Mais sur l'île où j'habite, ça a un avantage, c'est que on n'a presque pas eu de pandémie parce qu'on a fermé les frontières. C'est très facile. On a même fait du ring fencing entre nos deux îles. Mais bon, d'un autre côté, s'il y a une attaque nucléaire, on sera en bonne position. On sera peut-être frappé plus tard. Mais bon, peu importe pourquoi les Américains font des bunkers là où j'habite, etc. Mais ouais, c'est ça. Il y en a qui se réfugient là-bas. Mais tout ça pour dire que quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit, garde, compte pas sur l'État, le gouvernement pour t'aider. On est une petite île. S'il y a une catastrophe, c'est à toi d'avoir un stock d'urgence de 2-3 jours. T'es peut-être pas habitué, mais il faut que tu le fasses vraiment. L'État va pas venir t'aider tout de suite, ils pourront pas aider tout le monde. Puis la première chose que vont faire les gens, c'est qu'ils vont aller dans les Home Depot, dans les supermarchés pour acheter des réchauds à gaz, des barbecues, des bouteilles de gaz, pour vraiment vivre sans électricité, sans toilette, etc. Donc c'est à toi de faire ton stock d'urgence. Puis les citoyens, ils font tout ça parce qu'ils savent qu'en gros, il y a personne qui pourra les aider rapidement. Tu sais, on est trop peu d'habitants sur des îles qui sont assez grandes, donc c'est à nous de nous prendre en main. Puis je pense qu'à Hawaï, ils ont un peu la même logique, puis sur toutes les îles, c'est un peu ça la logique. Puis je te dirais, je pourrais raconter des histoires autour de comment des fermiers ont livré du diesel dans des data centers pour pouvoir faire repartir des générateurs, etc., ou l'être 72 heures. Mais les gens se trouvent des solutions parce qu'ils se disent, l'État va avoir, s'il y a une catastrophe, il y a vraiment une limite quand même à l'assistance qu'ils pourront me donner immédiatement. Donc, c'est vraiment, on a beaucoup, beaucoup de pratiques, beaucoup d'éducation, tsunami, séisme, tout un tas de choses autour de ça. Mais ça se retrouve aussi dans les entreprises qui font aussi ce genre de choses. Ils sont plus à même à repasser papier. Oui, on parle de dématérialisation, il faut tout numériser, il faut se passer du papier. Mais les entreprises
j'ai remarqué, là où j'habite, là, ont une logique quand même de dire qu'on pourrait quand même fonctionner papier aussi. Bon, c'est une petite économie, c'est plus petit, mais la logique n'est pas tout à fait la même. Puis je me dis, ouais, ça m'a éveillé à l'esprit quand même, en me disant, ouais, est-ce qu'on est vraiment assisté à ce point-là? Et faut se trouver des solutions de résilience simples et que ce soit pour se nourrir, mais aussi sans informatique. Comment on peut fonctionner. En tout cas, je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes, je suis là plusieurs jours, donc on pourra échanger, mais la résilience, c'est pas vécu pareil dans les différents pays, en tout cas. Je trouve ça très intéressant ton point. Puis, à certains autres égards, je l'utilise un élément similaire comme ça pour expliquer les choses. C'est que tant qu'on n'est pas placé dans une situation problématique, puis justement, dans ces îles-là, sont placés dans une situation qui est précaire, qu'elle est réelle. Donc, les citoyens le sentent, les citoyens le vivent. Si on regarde en Occident en général, ou même au Canada en particulier, on n'a pas ce sentiment d'urgence-là ou de nécessité-là qui nous habite. Si on prend le Canada, on n'a pas eu vraiment de guerre sur notre territoire depuis tellement longtemps qu'on s'en souvient même plus. En Europe, c'est un peu plus proche parce que les dernières guerres sont passées sur leur territoire, donc un souvenir un peu plus proche de ces éléments-là qui change un peu le raisonnement. Donc, la façon d'aborder est conséquente de notre territoire. Et comme on est au Canada un peuple plutôt pacifique, on n'a pas vraiment été attaqué, on raconte nos histoires, puis on est content qu'on est allé faire brûler la Maison-Blanche il y a genre tellement longtemps que ça n'existe plus, puis qu'on n'a pas vraiment eu de cas réels d'invasion territoriale. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas ce sentiment-là d'urgence qui nous habite, dans lequel on est plus calme, on est tranquille, c'est pas grave, on ne se fera jamais attaquer. Fait que c'est cet élément-là. Et c'est d'autant plus grave de cet état-là en Occident et au Canada qu'on a des changements climatiques qui s'en viennent, qui sont réels. Là. On l'a vécu cette année, je dirais, au Québec. On n'a pas de neige. Réellement, pas de neige. On est en février. Il va faire 10 à Québec en février. C'est hot, là. Ça n'a aucun sens. Les changements sont réels, donc ça va avoir des conséquences. Donc, ça va changer nos habitudes. Et à ce moment-ci, on est dans un contexte où on n'est pas prêt. Puis là, tu le mentionnais bien, on est dans un état où on est juste comme l'État va, genre, le gouvernement va s'occuper de nous autres, on va être tranquille, on va avoir ce genre d'espèce de modèle tranquillou. Et ça se reflète en cyber. Ça se reflète dans tous les domaines. C'est pour ça qu'à certains égards, on a un peu plus de désinvolture, à mon sens, au Canada par rapport à ce genre de choses. Les Américains, eux autres, ont un autre contexte, mais encore là, ils ont une certaine désinvolture. On l'a vu avec Colonial Pipeline. Il y a une certaine désinvolture face à ce genre de choses-là. Puis je dis, Colonial Pipeline, moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser aux années 70. Quand on faisait la file pour aller chercher de l'essence. J'étais un enfant. Puis on est revenu dans ce modèle-là. Là, les gens se sont paniqués, ils se sont tapés sur la gueule. J'étais tout petit. Je suis même pas sûr. Non, t'es pas né comme ça. C'est quoi? T'es pas né direct comme ça. Non, mais j'ai déjà été petit. Tout petit? Tout petit. J'ai déjà été un rêve. Oh là là. Ben, bref, ça répercute ça. Puis je vais te laisser la parole. Non, mais la partie résilience, ce qui me fait rire, et je vous la pose à vous, là, les professionnels et les chercheurs et tout le truc, parce qu'on parle de résilience. T'es un professionnel, toi aussi, là? Oui, mais moi, je suis un faux semblant, moi, en fait. On essaye de gérer. Mais la résilience qui est claire, où je suis plutôt un débile, comme disent tous mes potes que je vois, là. Mais bref, un truc tout bête que vous devez passer en résilience, c'est votre résilience privée, là. C'est-à-dire la résilience privée. Je ne parle pas de genre survivaliste, c'est parce qu'il y a une guerre et autres. De toute façon, s'il y a une guerre nucléaire, il y aura autre chose. Hein. Et l'extraterrestre, guerre nucléaire. Tant que vous ne voyez pas Microsoft ou Google tomber, c'est que pour le moment, tout va bien. Là. Tant que les câbles sous-marins des internets se font, là, celui-là du Groenland est en train de se monter, tout roule. Donc là, pour le moment, si Poutine fait les guerres, c'est qu'on est 8 milliards et qu'on est trop sur la planète. Donc par défaut, malheureusement, comme on n'arrête pas de pondre, il faut qu'on fasse autre chose. Donc on fait des guerres. Donc à partir de là... c'est un problème aujourd'hui. Peu importe comment vous le prenez, mais c'est un problème. Donc, si on ne peut pas arrêter le problème en amont, il faut l'arrêter en aval. En aval, oui. Donc, l'autre débat de la résilience que je faisais dans mes presses, c'était la succession 3.0 ou le notaire 3.0. Qui, ici, dans la salle, a fait ses mots de passe, sa liste, son transfert, que si demain, et ça on le fait quand on est immigrant,
On le fait quand on bouge évidemment en avion et qu'on laisse son fils de 20 ans tout seul et qu'on se dit si demain il se passe quoi que ce soit, il fait quoi lui, Pépère là? Il fait quoi avec mes comptes? Il fait quoi avec en plus un mec comme moi qui est complètement taré avec des triples comptes de partout et avec des trucs où ça fait 40 ans qu'il a que des trucs là-dessus? Il fait comment pour s'en sortir? Ça va, j'ai pas de réseaux sociaux, mais tous ceux qui ont des réseaux sociaux à essayer de fermer Facebook et compagnie, ou pendant 18 mois, si vous n'avez pas fait le truc dans les settings maintenant du droit à l'oubli des 3 mois, il y aura encore des choses qui vont se basculer au travers des points. Qui a laissé ces mots de passe si surtout vous disparaissez avec votre cellulaire? Et que votre cellulaire, évidemment, faut pas tuer la SIM, parce que si vous tuez la SIM, vous avez plus les two-factor et vous pouvez pas le faire. Ouais, Parce que tu vas éduquer. Je te l'ai dit, oui, mais je veux dire, qui a été voir son notaire pour aller reprendre en se disant, vous savez, j'ai aussi un compte PayPal, j'ai aussi un compte machin, bon, je fais un petit peu de porno, je fais un petit peu de gambling numérique, donc je voudrais que ça, ma femme le sache, ou mon fils le sache, ou ma fille le sache. Donc, on s'aperçoit que la résilience, même pour soi-même, d'être le spider de notre vie numérique, et de trash, on dit nous dans nos présentations, si tu as un compte que tu n'as pas utilisé depuis 3 ans, bah pourquoi tu le gardes? Tu ne garderais pas un carton ou quelque chose que tu ne mettrais pas depuis 3 ans. Donc, à quoi ça sert? Et on voit que cette résilience-là se bascule sur plein d'autres choses. C'est-à-dire, elle se bascule sur la succession, elle se bascule sur la notion... et c'est là qu'est la problématique pour notre tête, parce qu'on a du mal à y penser, de dire qu'on va mourir demain. Mais on crée une vie en 9 mois, on la détruit en 1 seconde. Il est là notre difficulté du Blue Team et du Red Team. Le Red Team tel qu'on l'entend ou l'attaque telle qu'on l'entend, on tue en 1 seconde. Pour créer une vie, il faut faire 9 mois. Donc, par défaut, la création est toujours plus dure. Donc, la résilience est obligatoire. Mais la résilience de pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un, en plus à sa femme, à ses enfants ou éventuellement au travers de ses parents, c'est normal que si demain il se passe quelque chose, est-ce que je suis capable de transmettre? Est-ce que mon mari est autonome? Est-ce que ma femme est autonome? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour qu'au moins il ne manque pas de rien le temps que ça soit fait? Est-ce qu'ils ont le temps de m'oublier ou ils vont voir tous les trucs qui vont se passer sur les réseaux sociaux pour se bouger? Que je peux récupérer de l'argent que je peux arriver à faire? Donc, on s'aperçoit que les gens ont toujours du mal parce que, comme on dit tout à l'heure, d'ailleurs la présentation de Mike disait qu'il s'était fait avoir avec des Coréens, ils étaient déjà cryptés. Pourquoi ils auraient fermé son truc? C'est coréen, donc c'est pas français. Donc par défaut, un Chinois, moi je bossais avec mon pote chinois, il me montrait son écran. Je suis super content, hein, c'est de l'encoding en built-in, tiens, c'est du security by design. Hein. Si tu parles pas chinois, t'es tranquille. Hein. Tu prends son PC, t'as rien que tu peux refaire. Donc, c'est la notion de dire qu'un pays chinois ou comme Dimitri en Nouvelle-Zélande ou que ça soit éventuellement à Hawaï, on a tous un contexte différent. Mais ce contexte de la vie en tant que résilience, comme je le disais, ça fait partie aussi de cette résilience de est-ce que j'ai pensé aussi à sauvegarder les gens que j'aime le plus possible au travers de ma vie numérique? Et à date, personne ne le fait. Même là, les 2 petites jeunes qui sont là, est-ce qu'ils ont démarré là à se dire putain, si c'est je démarre, brutal, ce que tu viens de dire là, c'est ouf. Dans 20 ans, si je commence pas à gérer mon truc, c'est pas mon password manager qui va me dire où je suis là. Et c'est là qui est complètement fou parce qu'on t'apprend pas même ça dans un monde professionnel tel qu'il est fait. Et c'est ça la problématique, en plus, ça rejoint de monsieur, madame, tout le monde avec les boulangers, le garagiste encore pire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, même nous, on le fait pas. Ça là-dessus, c'est vraiment important ce que tu dis, hein, parce que on le dit beaucoup au niveau des entreprises, la résilience, etc. Mais en termes personnels, c'est clair que c'est quelque chose auquel on pense pas, parce que de toute façon, on pense pas déjà qu'on va mourir demain. Donc pourquoi est-ce que je m'emmerderais à préparer un truc alors que je vais pas mourir? Et on a la même problématique au niveau professionnel dans le sens, mais pourquoi est-ce qu'on viendrait m'attaquer moi? Je suis 3 fois rien, d'accord? Donc ça aussi, en effet, c'est un aspect qui est vraiment intéressant. Puis l'aspect en fait humain, tu le parlais des photos, etc., qui sont sur Facebook, les LinkedIn et tout ça, là, ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir. Donc j'aime bien ton intervention par rapport à ça, là, qui est excellente, qui ramène ça au humain. Je te remercie beaucoup sur ça. Oui. J'aimerais avoir le droit de réplique des 2 petites jeunes, s'il vous plaît. Absolument. Moi, j'ai trouvé ça brutal. J'aimerais ça. Parce que c'était beaucoup de mots là, pour. Mais pour vrai, non, moi, c'est toute la liste de choses que tu as nommées, Franck, je trouve ça juste pas tant pertinent, en fait, parce que je pense que si je meurs, c'est quoi pourquoi il faut tous les comptes? Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas central dans ma vie, là. Je veux dire, mon compte de banque va être important pour que l'argent soit transféré aux bonnes personnes, là, mais mes bitcoins, peut-être, là. Mais à part ça, pense que c'est pas vraiment grave, en fait. Fait que je suis comme pas interpellée par ça. Je pense qu'on est bien plus à risque puis on devrait bien plus penser à comment je vais me faire attaquer sur ces affaires-là, plus que qu'est-ce qui arrive si je meurs. Là, je pense qu'il arrive rien. Là. Ça, c'est moi.
C'est ça. Mhm. Pour ceux qui n'entendent pas, là, Frank est en train de faire parler de Bitcoin là, all the way. Fait que écoutez la conférence l'année dernière sur Bitcoin de Frank pour vous donner un peu de contexte. Oui. Non, viens parler au micro Il arrive, parce que il là, t'es s'en rendu vient. trop loin. Là. Le problème de Bitcoin, comme le problème des crypto-monnaies, c'est exactement ça. Le fait est, comme je l'expliquais, comme tu le disais, c'est elle a peut-être aussi envie de fermer ton compte Facebook parce qu'elle n'a pas envie de gérer. Ça, c'est ton point de vue, mais c'est peut-être pas le point de vue de ta mère, et encore même le point de vue de ton père, ou le point de vue de quelqu'un qui sera malheureux parce que ce sera perdu. Mais tu peux report que la personne est décédée à Facebook, ils vont le fermer. Ah oui, ça met 6 mois. Et 18 mois si tu n'as pas fait le point. Il Donc arrivera pendant 18 rien. mois, tu fais ton deuil avec éventuellement un mur qui fait. Mais ça, c'est la nouvelle génération qui fait ça parce que vous avez vécu avec ou vous vivez avec. Moi, ça me choque parce que j'estime que il n'y a pas le fait qu'on doit remettre des photos d'une de mes filles. Là, je l'ai vécu avec un de mes amis qui a perdu son fils. Il voulait que son Facebook soit fermé la veille. Il veut même plus le voir en photo dans le sens de les réseaux sociaux, c'est mort, là, c'est fini. Et c'est ça que la nouvelle génération oublie. Tu dis demain, c'est le Bitcoin, ben c'est ta clé privée selon si t'es coldware ou hotware, c'est-à-dire comment tu l'as géré en exchange. Si c'est un exchange, il est où ton two-factor pour le gérer? Binance, il met 8 mois pour récupérer ton truc. Mais s'il y a une chute du Bitcoin, c'est quoi? C'est peut-être l'argent que tu vas laisser pour tes parents ou c'est Je peut-être... suis morte, là, c'est pas grave. Bah, ok, Andréane, on a peut-être une autre vision du fait que si t'es mort, toi, c'est pas grave. Mais ceux qui restent, c'est grave. C'est toujours pareil. Celui qui est mort, il s'en fout, là, évidemment. Ça remet pas en cause le fait de la personne qui est morte. Mais c'est des droits d'aspect parce que si t'as une maison, c'est comment tu fais ton transfert de notaire. C'est au travers des comptes en banque, peut-être que, et là, ici, au Canada, c'est différent qu'en Europe parce que quand t'es en conjoint de joint, en conjoint, le conjoint a le droit d'accès Conjoint de immédiat et les conjoints de fait ou mariage. Mais là, ici, même en mariage, ça marche pas de la même manière. Donc là, toutes les banques, TD, RBC et compagnie, doivent gérer. Donc, comment elle peut avoir un accès, si je parle de ma femme, à des comptes d'action, par exemple, ou à tes systèmes de titres, parce que ça, c'est interdit, c'est uniquement à la personne. Donc là, ça va prendre du temps. Ce que je parle en termes de sauver, c'est que tu sauves du temps. Je n'ai pas précisé non plus que c'était grave, mais tu sauves un temps où déjà la personne est déjà par terre, où normalement, quand ça fait du temps, c'est déjà problématique, surtout quand ça touche un enfant. Mais c'est en même temps de sauver le temps. Là, quand on parle de monnaie et quand on parle évidemment de résilience, on parlait éventuellement de crypto-monnaie, la résilience du Bitcoin, elle est là. S'il n'y avait pas de Bitcoin, aujourd'hui, le Liban ne serait plus là. Les femmes afghanes ne pourraient pas se protéger. L'Iran ne pourrait pas se protéger. Va voir ma présentation, tu vas comprendre pourquoi. L'Afrique ne pourrait pas transiger aujourd'hui et serait toujours sur le joug de la France parce que le RDA est mis sur la RFA, en fait, la monnaie CFA est mise sur l'euro et qu'ils doivent acheter des frais de taxes, de machin. Donc, quand ils dépensent 100 CFA qui représentent 10 euros, ils récupèrent que 3 euros. Donc, c'est ça qui est complètement aberrant. C'est-à-dire que toute cette résilience de pouvoir faire que l'État n'est plus ou une monnaie dépolitisée, bah, ça revient à ces résiliences en disant « Oh, bah, c'est pas grave, si je meurs, de toute façon, l'État va tout gérer à la place. » Mais l'État, comme les réseaux sociaux, les grosses gouvernements, là, les gros compagnies, pardon, c'est les compagnies américaines. Comment tu vas attaquer une compagnie américaine pour aller fermer éventuellement un compte qu'ils veulent jamais fermer éventuellement ou autre? Même Vidéotron pour te redonner éventuellement, ou Roger pour te redonner une puce si la personne est morte, là. Je l'ai vécu avec la personne en question. Il a mis 3 mois. 3 mois. Au secours. L'acte de décès, ça te suffit pas? Tu veux quoi? Une coloscopie? Une radio? Tu veux la photo dans le cercueil? Tu veux quoi? C'est ça le problème. Et quand t'es mort, c'est pas toi qui pose problème, c'est que l'autre, il doit subir tout ça. Et ça, si on ne fait pas ce succession 3.0, c'est les crises de résilience. La nouvelle génération est moins sollicitée à ça, mais c'est un problème. Alors après, quand il y a en plus beaucoup d'argent en jeu, ou qu'il y a des problèmes d'héritage en jeu, qu'il y a des problèmes éventuellement frères et sœurs qui s'entendent pas, quand il y a des branches rapportées évidemment de ceux qui sont mariés et autres, c'est une catastrophe sans nom. Tu fais South Fork et Dallas en même temps. Hein. Enfin, c'est plutôt, non, Dynasty et Dallas de l'époque. Oh putain, c'est vieux ça. Oh, je vais arrêter là. Mais j'ai compris la joke, fait que c'est pas mieux non plus. Hein? Réaction? Parce que là, vous avez eu un hot take par rapport à ça, puis c'est Marie-Ève vous a envoyé ça en pleine face, ça.
Mais Andréane, as-tu du Bitcoin? C'est la question plus profondément que ça. Est-ce que tu as du Bitcoin? Oui, mais genre vraiment pas beaucoup. Mais c'est ça, pour moi, c'est la partie importante, c'est ça. Donc ça, c'est réglé, là, tu sais, testament et accès, tout ça pour les comptes bancaires, peu importe. Ça, c'est beau, c'est important, je te l'accorde. C'est juste pour tout le restant de mes comptes, ça, je trouve ça non pertinent. C'est juste ça. J'ai juste pas le goût. Non, j'ai pas d'énergie pour ça. Mais ça reste quand même une question légitime, puis à se faire. Quand on est rendu à un certain âge, les gens qui connaissent qu'est-ce que c'est que l'épisode de Dallas, fait que, quand on voit ces chums, la vie étant la vie, hein, quand on voit ces chums qui s'en vont, hein, puisque la vie est la vie, et que LinkedIn te rappelle que c'est son anniversaire professionnel à chaque année, à tous les mois, t'as pas le goût. T'as pas le goût de revivre un petit peu ce moment-là. Donc c'est clair que c'est des choses auxquelles faut y penser, peut-être pas tout de suite, mais une petite liste de to-do à faire ce soir, là. Se poser au moins la question, est-ce que ça fait du sens de le mettre dans la liste ou pas? C'est juste se poser et vous disiez que j'étais glauque tantôt, là, en plus. Vous rentrez dans des histoires moi, je voulais beaucoup plus. Je voulais être optimiste, avoir le smile, puis là, bam, on parle de décès. Ouais, c'est lourd, là. Moi, on a... Faites pas ça. Bref, on va. Camille voulait intervenir. Oui. Non, moi, je voulais juste parler de Flipper. Tout ça à cause du Flipper. Tout ça, Franck, tout ça à cause du Flipper. Ramène-nous sur Flipper, s'il vous plaît. On s'est égaré en chemin. Tout ça à cause du Flipper. Là, bravo. Pour partir de Dallas à Flipper, c'était l'époque de Dallas aussi, non? Ou il y a du Galac. J'ai du Galac. C'était avant, c'est ça, c'était avant. Hey, sur ça, on va compléter. Oui. À la maison, on va fermer le podcast, on va faire la diffusion. On vous revoit demain matin, on recommence la diffusion. S'il vous plaît, venez, c'est encore plus le fun sur place, mais vous pouvez être en bobette chez vous quand même. Je vous remercie énormément. Ça a été encore très drôle comme panel. On a dévié sur n'importe quoi. C'est vraiment sharp. Plus chose du public. Donc, merci énormément. Merci à toi, Nicolas. Merci à tous. Merci. À bientôt.